Les triplés du milliardaire n'avaient pas mangé depuis des jours jusqu'à ce que la nouvelle nounou fasse quelque chose d'incroyable. Thomas Wilson serrait si fort le téléphone contre son oreille que ses doigts étaient devenus blancs. C'était la 18e nounou en 2 semaines qui venait de démissionner. À l'autre bout du fil, une voix tremblante répétait les mêmes mots qu'il avait déjà entendus 17 fois auparavant. Monsieur Wilson, avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas continuer. Ces enfants refusent tout ce que je leur propose. Cela fait 4 jours que cela dure. J'ai peur qu'il arrive quelque chose de pire et que l'on me tienne pour responsable. Thomas raccrocha sans répondre. Ses mains tremblaient tandis qu'il regardait le couloir vide du manoir. Au fond, dans la chambre des filles, il pouvait entendre un faible sanglot continu. Emma, Olivia et Ava, ses 3 petites. Depuis 4 jours, elles refusaient toute nourriture. Elles recrachaient tout. Elles pleuraient quand on essayait de les nourrir et personne ne comprenait pourquoi. Les meilleurs médecins de New York étaient déjà venus à la maison. Ils avaient fait des analyses de sang, vérifié les allergies, examiné toutes les possibilités physiques. Rien. D'après tous les tests, les filles étaient en parfaite santé, mais chaque jour, elles s'affaiblissaient, devenaient plus apathiques, et Thomas sentait son monde s'écrouler. Il monta lentement les escaliers, chaque marche lui semblant lourde comme du plomb. À l'étage, il trouva Margaret, la gouvernante qui travaillait dans la maison depuis 20 ans, les bras croisés et l'air sévère. Une autre a abandonné, n'est-ce pas? Dit-elle d'un ton mêlant accusation et résignation. Margaret, je t'en prie, pas maintenant. Je t'avais prévenu que l'embauche de ces filles inexpérimentées ne fonctionnerait pas, mais tu n'écoutes personne. Thomas passa devant elle sans répondre. Il n'avait pas l'énergie nécessaire pour une nouvelle dispute. Il entra dans la chambre des triplés et sentit son cœur se serrer. Les trois étaient dans leur berceau enveloppés dans des couvertures roses pâles, les yeux rougis d'avoir tant pleuré. Quand elles le virent, elles ne réagirent même pas. Elles le fixèrent simplement de ce regard vide qui le hantait chaque nuit. « Papa est là, mes princesses, murmura-t-il en essayant de sourire. Tout ira bien, je te le promets. Mais c'était une promesse qu'il ne savait pas comment tenir. Ce soir-là, assis seul dans son bureau, Thomas décrocha à nouveau le téléphone. Il appela l'agence de nounou, la même qui lui avait envoyé les 18 dernières candidates. La réceptionniste soupira lorsqu'elle reconnut sa voix. « Monsieur Wilson, je suis vraiment désolé, mais nous avons du mal à trouver quelqu'un qui accepte ce poste. Les autres professionnels ont discuté entre eux de la situation et je suis prêt à payer le triple, » intervint Thomas. Le triple pour toute personne acceptant de rester au moins 1 semaine et une prime supplémentaire si elle parvient à faire manger les filles. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Laissez-moi vérifier. Nous avons peut-être une candidate qui pourrait être intéressée. Elle vient de s'inscrire aujourd'hui. Elle n'a pas beaucoup de références officielles, mais je me moque des références. Envoyez-la demain matin. » Thomas raccrocha et enfouit son visage dans ses mains. À travers la fenêtre, il voyait les lumières de New York briller dans la nuit. Son entreprise valait des milliards. Il avait le pouvoir, l'argent, l'influence. Mais rien de tout cela n'aidait ses propres filles. Pour la première fois depuis des années, Thomas Wilson se sentait complètement impuissant. Le lendemain matin, la sonnette retentit à 7 heures pile. Thomas était au rez-de-chaussée après avoir passé une autre nuit sans dormir correctement. Margaret alla ouvrir la porte en maugréant contre cette heure indue et revint avec une femme rousse qui ne portait qu'un vieux sac en tissu. « Bonjour, je m'appelle Rachel Miller », dit la femme en tendant la main. Thomas l'observa un instant. Elle semblait avoir une trentaine d'années. Elle portait des vêtements simples, une chemise bleu clair et un jean. Elle n'avait pas l'air formel et rigide des autres nounous qui étaient nocés par la maison. Il y avait quelque chose d'authentique dans son sourire que Thomas n'arrivait pas à définir. « Monsieur Wilson », dit-il en lui serrant la main, qu'il trouva glacée. « L'agence vous a-t-elle expliqué la situation? Ils m'ont expliqué que vos filles n'avaient pas mangé depuis plusieurs jours et que divers professionnels avaient déjà essayé de les aider. » 18 professionnels, corrigea Thomas avec une pointe d'amertume. Et ils ont tous abandonné. Je ne vais pas vous mentir. La situation est grave. Si nous ne parvenons pas à résoudre ce problème rapidement, les filles devront être hospitalisées pour être nourries par intraveineuse. Et je... Il s'interrompit, sentant sa gorge se serrer. Rachel attendit en silence. « Je ne veux pas en arriver là, » termina-t-il doucement. « Puis-je voir les filles? »
Richard la conduisit au deuxième étage. Dans la chambre des triplés, Margaret essayait déjà de donner le biberon à Emma, l'aînée des trois de 8 minutes. Le bébé détourna la tête et gémit, repoussant le biberon de ses petites mains. Vous voyez, dit Margaret frustrée, c'est toujours comme ça. Elles n'acceptent rien. Rachel entra lentement dans la chambre et s'agenouilla à côté du berceau. Elle n'essaya pas de prendre les filles dans ses bras. Elle ne força pas le contact. Elle resta simplement là, observant attentivement. Olivia la regarda et cessa de pleurer un instant. Ava, la plus petite, rampait vers la barrière du berceau et regardait avec curiosité ses cheveux roux. « Elles sont magnifiques, » murmura Rachel. « Quel âge ont-elles? »« 15 mois, » répondit Richard. Elle commençait à marcher, ou plutôt, elle marchait avant de devenir si faible. Rachel continua à observer. Elle remarqua comment les filles réagissaient à leur environnement, comment Ava regardait vers la porte chaque fois qu'elle entendait un bruit dans le couloir, comment Olivia serrait la couverture de toutes ses forces chaque fois que Margaret s'approchait, comment Emma gardait les yeux fixés sur une photo encadrée accrochée au mur sur laquelle on voyait Richard seul lors d'un événement professionnel. « Puis-je rester seul avec elle pendant 1 heure? » demanda Rachel, tout en continuant à observer les enfants. « Seul? » s'écria Margaret. « Absolument pas. Je ne laisserai pas une parfaite inconnue seule avec ses enfants. Et s'il leur arrivait quelque chose? »« Margaret, cette dame travaille ici depuis 20 ans, » dit Richard d'un ton las. « Mais pour l'instant, je suis prêt à tout essayer. Si cette jeune femme pense pouvoir aider en restant seule avec les filles, nous allons la laisser essayer. » La gouvernante ouvrit la bouche pour protester, mais l'expression sur le visage de Richard la fit reculer. Avec un soupir indigné, elle quitta la pièce en claquant la porte. « Merci, dit Rachel. Je sais que cela doit être difficile de faire confiance à quelqu'un que vous venez de rencontrer. » « Difficile? » Richard eut un rire humoristique. « Mel Miller, en ce moment, je ferai confiance à n'importe qui me donnerait l'espoir que mes filles iront bien. 1 heure, c'est tout ce que je vous accorde. S'il n'y a pas de progrès, nous devrons recourir à des mesures plus drastiques. » Il partit en fermant doucement la porte. Dans le couloir, il trouva Margaret qui attendait, les bras croisés. « C'est de la folie, Monsieur Wilson. Laissez une inconnue seule avec les filles. »« Je vais rester ici, près de la porte, » répondit Richard en s'appuyant contre le mur. « Au moindre bruit étrange, j'entrerai. Mais nous devons essayer quelque chose de différent, Margaret. Quelque chose que les autres nounous n'avaient pas essayé. » À l'intérieur, Rachel commença à se déplacer prudemment dans la pièce. Elle ne fit aucun mouvement brusque. Elle n'essaya pas de prendre les filles dans ses bras. Elle s'assit simplement sur le sol, le dos contre le mur, et se mit à chanter doucement. Ce n'était pas une berceuse ordinaire. C'était une vieille chanson folklorique, du genre de celle que les grandes-mères chantent à leurs petits-enfants, avec une mélodie simple et des paroles répétitives. Olivia fut la première à réagir. Elle cessa de pleurnicher et pencha sa petite tête sur le côté, comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose. Emma lâcha la couverture qu'elle serrait fermement. Ava rampait jusqu'à la barre du lit la plus proche de Rachel et observait, ses petits yeux bleus grands ouverts. Rachel continua à chanter. Après quelques minutes, elle se leva lentement et commença à explorer la pièce. Elle ouvrit l'armoire. Elle fouilla dans les tiroirs de la commode. Elle regarda sous le lit et c'est là, caché dans le coin le plus éloigné sous le lit, qu'elle les trouva. 3 bols en métal argenté, des bols pour chiens plus précisément. Ils étaient propres, mais avaient clairement été utilisés. Rachel les prit et les examina, un sourire triste se formant sur ses lèvres. Cher auditeur, si vous appréciez cette histoire, prenez un moment pour l'aimer et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide vraiment, nous qui venons de commencer. Bon, continuons. Rachel posa les bols sur le sol de la pièce, en plein centre, où ils formaient un petit triangle. Puis elle alla vers la porte et l'ouvrit. Thomas faillit tomber à l'intérieur. Il s'était collé contre la porte pour essayer d'écouter. « J'ai besoin que tu m'apportes de manger, » dit Rachel d'une voix calme mais ferme. « Rien de trop élaboré, du riz bien cuit, du poulet effiloché, de la purée de pommes de terre, des plats simples, chauds et du lait. Mais les filles refusent tout, croyez-moi. » Thomas regarda les triplés. Elles étaient plus calmes qu'elles ne l'avaient été depuis des jours. Olivia s'appuyait même sur la barrière du lit pour essayer de se lever. Cette scène donna à Thomas un fragile espoir.
du genre qu'il avait peur de nourrir. Margaret, appela-t-il, prépare rapidement ce que mademoiselle a demandé. La gouvernante descendit, maugréant contre les méthodes non conventionnelles et le manque de professionnalisme. Mais 15 minutes plus tard, elle revint avec un plateau contenant la nourriture demandée. Rachel prit le plateau et referma la porte, laissant Thomas dehors avec une expression anxieuse. Dans la chambre, Rachel sortit les filles du lit une par une. Elle ne les installa pas dans les chaises hautes rembourrées blanches qui se trouvaient dans le coin. Au lieu de cela, elle les posa par terre, assises autour des bols en métal. Les trois filles la regardaient avec de grands yeux, sans comprendre. Rachel servit de petites portions dans chaque bol. Du riz, un peu de poulet, de la purée de pommes de terre, le tout mélangé pour obtenir une consistance facile à manger avec les mains. Puis elle s'éloigna et s'assit sur le lit pour les observer. Elle ne les força pas. Elle n'insista pas. Elle attendit simplement. Pendant de longues minutes, rien ne se passa. Les filles regardèrent les bols, puis Rachel. Rachel. Puis elles se regardèrent entre elles. Emma fut la première à bouger. Elle rampait jusqu'au bol le plus proche et touchait la nourriture avec un doigt. Elle portait son doigt à sa bouche. Son petit visage s'illuminait pendant une fraction de seconde avant de redevenir sérieux. Mais elle prenait un peu plus de nourriture, la mettait dans sa bouche, mâchait et avalait. Oltvia vit sa sœur manger et rampait jusqu'à son propre bol. Ava la suivait peu après. En quelques minutes, toutes les trois mangeaient. Pas beaucoup, juste quelques cuillerées, mais elles les mangeaient. Pour la première fois en 4 jours, les triplés de Thomas Wilson acceptaient de manger. Dehors, Thomas avait l'oreille collée à la porte. Lorsqu'il réalisa que les pleurs avaient complètement cessé, son cœur se mit à battre à toute vitesse. Quelque chose était-il arrivé. Mais avant qu'il n'ait pu ouvrir la porte, Rachel l'ouvrit de l'intérieur. Son visage était serein. « Elles ont mangé », dit-elle simplement. Thomas faillit trébucher en entrant. Il vit les bols sur le sol, avec encore des restes de nourriture. Il vit les filles assises autour, leurs petites mains sales, mais leurs visages plus vivants qu'ils ne l'avaient été depuis des jours. Il tomba à genoux sur le sol et prit Emma dans ses bras, la serrant fort contre sa poitrine. « Mon bébé a mangé. » Sa voix était étranglée. « Comment avez-vous fait? » Rachel s'accroupit à côté de lui et caressa la tête d'Olivia. « Elles n'ont pas de problème physique, Monsieur Wilson. Elles ont un problème émotionnel. Et ce genre de problème ne se résout pas avec des médecins ou des nutritionnistes. Il se résout avec de la compréhension et de la patience. Mais qu'avez-vous fait? Pourquoi mangent-elles par terre et pas dans leur chaise haute? Cela n'a aucun sens. » Rachel prit une profonde inspiration avant de répondre. « Cela a du sens pour elle. Et pour l'instant, c'est ce qui compte. Mais j'aurai besoin de temps pour comprendre pleinement ce qui se passe. Et j'aurai besoin de votre coopération, de votre soutien, car le chemin vers la résolution de ce problème ne sera ni facile ni rapide. » Thomas regarda les trois filles. Ava s'était rapprochée et tenait une mèche de ses cheveux en jouant avec. Olivia reposait sa petite tête sur son épaule. Emma avait les yeux fermés, enfin détendue après des jours de tension. « Vous êtes engagés, dit-il, aussi longtemps que nécessaire. L'argent n'est pas un problème. Faites tout ce qu'il faut. Aidez mes filles, s'il vous plaît. » Rachel acquiesça, mais une ombre d'inquiétude passa dans ses yeux, comme si elle savait que ce qui l'attendait serait bien plus compliqué que de nourrir 3 bébés. Comme si elle sentait que cette maison recelait des secrets qui devaient encore être révélés. Et elle avait raison. Au cours des jours suivants, Rachel établit une routine. 3 fois par jour, elle sortait les filles de leur berceau et les installait sur le sol de la chambre autour des bols en métal, et 3 fois par jour, elle mangeait. Pas de grande quantité, mais suffisamment pour commencer à reprendre des forces. Thomas observait tout cela avec un mélange de soulagement et de perplexité. « Je ne comprends pas, dit-il le 3e matin, alors que Rachel préparait le petit déjeuner des filles. Pourquoi par terre? Pourquoi les bols pour chiens? Cela n'a aucun sens. » Rachel le regarda, pesant ses mots. « Monsieur Wilson, puis-je vous poser quelques questions sur la routine des filles? » « Bien sûr, demandez tout ce que vous voulez. Qui les nourrissait avant qu'elles ne refusent de manger? » Thomas cligna des yeux, surpris par la question. « Eh bien, les nounous, bien sûr. Nous en avions une qui est restée 3 mois jusqu'au mois dernier. Elle était formidable. Les filles mangeaient bien, dormaient bien,
mais elle a dû retourner en Pennsylvanie pour des raisons familiales. Et avant cela, une nounou. D'autres nounous. Nous avons toujours eu des professionnels qualifiés pour s'occuper des filles. Je travaille beaucoup, j'ai donc besoin de quelqu'un pour être avec elles. Leur manière, le silence qui suivit fut pesant. Thomas détourna le regard. Leur mère ne fait plus partie de notre vie depuis près de 6 mois. Rachel attendit, sachant qu'il y avait autre chose à dire. Thomas passa la main dans ses cheveux, un geste nerveux qu'il répétait lorsqu'il était troublé. Jennifer, mon ex-femme, a décidé de poursuivre sa carrière à l'étranger. Elle a reçu une offre d'emploi à Londres, une très bonne offre, et elle l'a acceptée sans réfléchir à 2 fois aux filles qu'elle laissait derrière elle. Elle ne donnait pas de nouvelles. Au début, elle appelait chaque semaine, mais ensuite, les appels sont devenus moins fréquents. Le décalage horaire compliquait les choses. Elle était occupée. Elle avait toujours une excuse. Cela fait maintenant 2 mois qu'elle n'a pas parlé aux filles. Rachel a assimilé cette information en silence. Cela commençait à prendre sens. Les filles remarquent-elles son absence? Ce sont des bébés. Elles parlent à peine. Je doute qu'elles comprennent grand-chose à l'absence ou à la présence. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Wilson, vous vous trompez. Les enfants, même les bébés, sont beaucoup plus perspicaces que nous ne l'imaginons. Ils ressentent les choses. Ils se souviennent et réagissent aux changements qui les entourent. Thomas s'apprêtait à protester, mais Rachel poursuivit. Puis-je voir les photos dans la maison, les photos de famille? Il la conduisit au salon. Les murs étaient décorés d'élégants tableaux, de paysages, d'œuvres d'art abstraits. Des photos encadrées sur les étagères montraient Thomas lors d'événements professionnels. Thomas avec les filles, Thomas seul. Mais aucune photo ne montrait Jennifer. Où sont les photos de leur mère? Demanda Rachel doucement. Je les ai retirées. Après son départ, j'ai pensé qu'il valait mieux retirer tout ce qui pouvait leur rappeler son existence. Toutes? Toutes? Rachel ferma les yeux un instant, comprenant. Monsieur Wilson, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Les filles ne refusent pas de manger par caprice ou pour des raisons médicales. Elles expriment une douleur qu'elles ne savent pas communiquer autrement. L'absence de leur mère, le retrait de toutes ces photos, la succession de différents nounous. Pour elles, le monde change d'une manière qu'elles ne comprennent pas. Et la seule chose qu'elles peuvent contrôler, c'est de manger ou non. Mais cela n'explique pas les bols par terre, rétorqua Thomas, frustré. En fait, si. Puis-je vérifier quelque chose? Elle monta dans la chambre des filles, suivie par Thomas. Rachel ouvrit le placard et fouilla jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait. Un vieil album photo caché au fond de l'étagère la plus haute. Elle l'ouvrit et le feuilleta jusqu'à trouver des photos de Jennifer avec les bébés lorsqu'ils étaient nouveau-nés. Sur l'une des photos, Jennifer était assise sur le sol du salon, entourée des 3 filles. Devant chaque bébé se trouvait un petit bol coloré et Jennifer souriait, leur apprenant à manger toute seule, même si elles étaient encore si petites. Votre ex-femme nourrissait les filles à parterre? Thomas regarda la photo et son expression changea. Oui, répondit-elle. Elle avait lu quelque part qu'il fallait laisser les bébés explorer la nourriture plus librement, sans la pression des chaises hautes et des cuillères. Je trouvais cela étrange, pas très hygiénique, mais Jennifer insistait sur le fait que c'était bon pour le développement moteur des filles. Et les bols en métal, ils provenaient des chiens que nous avions avant. Jennifer les lavait très soigneusement et les utilisait parce qu'elle disait qu'ils étaient plus sûrs. Ils ne se cassaient pas, ils n'avaient pas de bords tranchants. Je ne m'en souvenais même pas. C'était il y a si longtemps. Rachel ferma l'album et regarda Thomas avec compassion. Les filles s'en souviennent. Inconsciemment, elles associent cette façon de manger à la présence de leur mère, à l'amour de leur mère. Lorsque vous avez engagé des nounous qui les nourrissaient différemment dans des chaises hautes, avec des biberons et des cuillères, elles ont eu l'impression que c'était encore une chose qui changeait, une chose de plus qu'elles perdaient. Thomas s'assit sur le bord du lit, digérant tout cela. Il se sentait idiot. Comment n'avait-il pas remarqué? Comment avait-il pu être aussi aveugle à la douleur de sa propre fille? Je voulais juste oublier, murmura-t-il. Oublier que Jennifer nous avait abandonnés. Oublier la douleur. Mais ce faisant, j'ai fini par l'effacer de la vie des filles aussi, et qu'elles en ont souffert. Il n'est pas trop tard pour changer, dit Rachel, mais cela demandera du travail, de la patience et de l'honnêteté envers vous-même et vos filles. Thomas leva les yeux vers elle et pour la première fois depuis l'arrivée de Rachel, il la vit vraiment.
Pas seulement une nounou qui avait résolu un problème, mais une femme qui comprenait la douleur, la perte, comment aller de l'avant malgré les blessures. Qui êtes-vous, Rachel Miller? Demanda-t-il doucement. Comment en savez-vous autant sur ces choses? Elle détourna le regard. Cela n'a pas d'importance maintenant. Ce qui compte, ce sont les filles. Mais la façon dont elle le dit, la tristesse qui passa brièvement dans ses yeux, fit comprendre à Thomas qu'il y avait une histoire derrière tout cela. Une histoire que Rachel portait en elle, tout comme lui portait la sienne, et qui, d'une certaine manière, le rendait encore plus confiante en elle. Cette nuit-là, après que les filles se furent endormies, Thomas invita Rachel à prendre un café dans la cuisine. La maison était calme, seul le tic-tac de la vieille horloge dans le couloir venait rompre le silence. Margaret était déjà allée se coucher, non sans avoir lancé un regard désapprobateur à Rachel. Elle ne m'aime pas, commenta Rachel en acceptant la tasse de café que Thomas lui tendait. Margaret n'aime pas le changement. Elle travaille ici depuis avant mon mariage avec Jennifer. Elle a vu naître les filles. Elle pense savoir ce qui est le mieux pour cette maison. Et qu'est-ce qu'elle pense être le mieux? Thomas soupira. Que je passe à autre chose. Que j'oublie Jennifer. Que les filles grandissent sans elle. Margaret n'a jamais aimé mon ex-femme. Elle la trouvait trop moderne, trop indépendante. Elle n'était pas le genre de femme et de mère que Margaret attendait. Rachel but une gorgée de café, pensive. Et vous? Que voulez-vous? Je veux que mes filles soient heureuses, et si cela signifie raviver les souvenirs de Jennifer, alors c'est ce que je ferai. Peu importe à quel point cela fait mal. Cela fera mal, dit Rachel honnêtement. Touchez des blessures que vous avez essayé d'enfouir, mais c'est nécessaire pour les filles et peut-être pour vous aussi. Thomas l'observa un instant. Pourquoi ai-je l'impression que tu parles d'expérience? Rachel reposa la tasse sur la soucoupe, les mains légèrement tremblantes. Parce que c'est le cas, mais il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de vos filles et de faire ce qui est bon pour elles, même si c'est difficile. Thomas respectait la limite qu'elle fixait, mais quelque chose chez cette femme l'intriguait. Elle avait une profondeur qui dépassait le professionnalisme d'une nounou, une compréhension de la douleur qui ne pouvait venir que d'une expérience intense. Dans les jours qui suivirent, Rachel commença à mettre en place des changements progressifs. En plus de maintenir la routine des repas au sol, elle réintroduisit des éléments qui reliaient les filles aux souvenirs de leur mère. Elle rapporta quelques photos qu'elle avait trouvées rangées dans un tiroir. Pas trop pour ne pas submerger Thomas, mais suffisamment pour que les filles puissent voir ce visage dont leurs jeunes esprits se souvenaient encore, même si c'était de manière vague. Elle a également commencé à chanter les berceuses que Jennifer avait l'habitude de chanter. Thomas en a trouvé une liste dans un vieux cahier de son ex-femme, rangé dans un tiroir. Rachel les a toutes mémorisées et les a chantées pendant qu'elle nourrissait les filles, qu'elle leur donnait leur bain et qu'elle les berçait pour les endormir. Et les triplés ont réagi. Jour après jour, elles sont devenues plus animées. Elles ont commencé à ramper davantage, à explorer la pièce, à essayer de se lever en s'agrippant aux meubles. Leurs petits yeux, qui étaient ternes à cause de la fatigue et de la faim, ont recommencé à briller de curiosité et de vie. Mais tout n'était pas paisible. Margaret observait tout cela avec une désapprobation croissante. Et lorsque Thomas sortait pour des réunions d'affaires, elle ne manquait pas l'occasion d'exprimer son opinion. Vous rendez-vous compte de ce que vous faites? Dit-elle à Rachel un matin. Vous ramenez cette femme dans cette maison, cette femme qui a abandonné ses enfants et brisé le cœur de M. Wilson. J'aide les filles à renouer avec une partie importante de leur vie, répondit Rachel calmement. Leur mère les a abandonnées. Elle ne mérite pas qu'on se souvienne d'elle. Ce n'est pas à moi ni à vous d'en décider, mademoiselle Margaret. Et ce n'est certainement pas à nous d'effacer son existence de la vie des filles. Elles ont le droit de connaître leur mère, même si elle est loin. Margaret s'approcha, baissant la voix pour adopter un ton menaçant. Vous ne connaissez pas cette famille. Vous ne savez pas ce que M. Wilson a vécu. J'étais là quand Jennifer est partie. Je l'ai vu pleurer. Je l'ai vu s'effondrer. Et maintenant qu'il commençait enfin à aller de l'avant, vous débarquez et vous rouvrez toutes les blessures. Les blessures ne se sont jamais refermées, mademoiselle Margaret. Elles ont juste été recouvertes. Et les blessures qui ne sont pas correctement soignées s'infectent. Elles finissent par causer plus de douleur à long terme. La gouvernante s'apprêtait à répondre,
Mais à ce moment-là, Ava se mit à pleurer dans la chambre. Rachel monta rapidement à l'étage, laissant Margaret seule dans la cuisine, les poings serrés de frustration. Ce que Rachel ignorait, c'est que Margaret était plus préoccupée par sa propre position dans la maison que par le bien-être de Thomas. Pendant des années, elle avait été la figure féminine centrale de ce manoir. Après le départ de Jennifer, Margaret avait pris encore plus de responsabilités, plus de contrôle. Elle aimait ce pouvoir. Elle aimait être indispensable. Et maintenant, cette nouvelle nounou était en train de tout changer. Elle rendait les filles dépendantes d'elle. Elle gagnait la confiance de Thomas. Margaret voyait son royaume menacé et elle n'allait pas le laisser faire sans se battre. Elle commença donc à saboter subtilement, de manière difficile à détecter. Elle cachait les bols en métal que Rachel utilisait, la forçant à perdre du temps à les chercher. Elle changeait les heures de repas des filles quand Rachel ne regardait pas, perturbant la routine soigneusement établie. Elle parlait négativement des méthodes de Rachel à Thomas dès qu'elle le pouvait, seméant le doute dans son esprit. « As-tu remarqué à quel point les filles s'accrochent à elle ?» demanda Margaret à Thomas un soir. « Ce n'est pas sain. Elles la connaissent à peine et ne peuvent déjà plus se passer d'elle. Que se passera-t-il si elle décide de partir comme toutes les autres? » Thomas était à son bureau en train d'examiner des documents. Il leva les yeux, l'air fatigué. « Margaret, les filles mangent. Elles prennent du poids. Elles sont heureuses. N'est-ce pas ce qui compte? C'est important. Mais il est également important qu'elles aient une vie stable et une nounou qui ne cesse de leur rappeler leur mère qui les a abandonnées. Cela ne me semble pas stable. Jennifer ne les a pas abandonnées, répondit Thomas, surpris par ses propres mots. C'était la première fois qu'il défendait son ex-femme depuis son départ. Elle avait fait un mauvais choix peut-être, mais ce n'était pas un abandon. Margaret comprit qu'elle perdait du terrain. Comme vous voudrez, Monsieur Wilson. J'essaie simplement de protéger cette famille, comme je l'ai toujours fait. Elle quitta le bureau, mais son esprit était déjà en train d'élaborer d'autres plans. Si elle ne pouvait pas convaincre Thomas avec des mots, elle devrait faire preuve de plus de créativité. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, prenez un moment pour aimer la vidéo et surtout pour vous abonner à la chaîne. Cela nous aide vraiment, car nous venons tout juste de commencer. La semaine suivante, un événement survint qui allait tout changer. Thomas reçut un appel en milieu d'après-midi. C'était son avocat, Richard Anderson, avec qui il travaillait depuis 15 ans. Sa voix était tendue. « Thomas, je dois vous parler en personne. C'est urgent. Dites-moi tout, Richard. Je suis en pleine réunion. Je ne peux pas en discuter au téléphone. C'est à propos de Jennifer. » Thomas sentit son sang se glacer. Qu'y a-t-il avec Jennifer? Elle retourne aux États-Unis et demande la garde des filles. Le monde de Thomas s'écroula à cet instant. Il congédia tout le monde, s'enferma dans son bureau et attendit l'arrivée de Richard. Lorsque l'avocat finit par apparaître, un dossier rempli de documents à la main, son expression en disait long. « Elle a déposé une demande de garde partagée », expliqua Richard en étalant les papiers sur le bureau. « Elle prétend être de retour dans le pays de façon permanente, être capable de s'occuper des filles et vouloir s'impliquer activement dans leur vie. Elle a du culot, s'écria Thomas en se levant de sa chaise. Elle disparaît pendant 6 mois sans donner de nouvelles et maintenant elle veut revenir comme si de rien n'était. Le juge tiendra compte de l'intérêt supérieur des enfants. Thomas. Et une mère qui est présente, même si elle a été absente pendant un certain temps, a toujours des droits, mais elle les a abandonnés. Légalement, elle travaillait à l'étranger. Cela n'est pas considéré comme un abandon, et le fait que vous ayez des photos d'elle dans la maison pourrait même jouer en sa faveur. Cela montre que vous n'essayez pas d'effacer la présence maternelle de la vie des filles. Thomas rit humblement. Les photos ne sont revenues que parce que la nounou a insisté. Je les avais toutes retirées. Richard soupira. Écoutez, la situation n'est pas bonne, mais elle n'est pas désespérée non plus. Nous devrons montrer que les filles sont bien prises en charge ici, qu'elles ont une vie stable, que vous êtes un père présent et compétent, et surtout qu'elles sont en bonne santé et heureuses. Elles ont failli être hospitalisées il y a 2 semaines parce qu'elles ne mangeaient pas, lui rappela Thomas d'une voix amère. Mais elles vont bien maintenant, et c'est ce qui compte. Mais Thomas, il y a autre chose. Jennifer a mentionné qu'elle avait entendu dire par des tiers que les filles avaient récemment connu une crise de santé et que 18 nounous différentes s'étaient succédées à la maison en quelques jours.
Elle utilise cela comme argument pour dire que vous ne leur offrez pas un environnement stable. Comment a-t-elle découvert cela? Thomas se leva, furieux. Qui lui a dit? Je ne sais pas, mais quelqu'un l'informe de ce qui se passe dans cette maison. Thomas pensa immédiatement à Margaret. La gouvernante était en contact avec diverses personnes, y compris certaines des nounous qui étaient passées par la maison. Pouvait-elle vraiment trahir la famille de cette manière? Que dois-je faire? Demanda Thomas en essayant de rester calme. Tout d'abord, maintenez la stabilité. Restez avec la nounou qui fait du sport. Ne changez rien à la routine des filles. Deuxièmement, documentez tout. Prenez des photos des filles en train de manger, de jouer, d'être heureuses et rassemblez les rapports médicaux montrant qu'elles prennent du poids et de se développer bien. Troisièmement, préparez-vous à une bataille juridique car Jennifer a de bons avocats et elle n'abandonnera pas facilement. Après le départ de Richard, Thomas resta assis dans son bureau pendant des heures, le regard perdu dans le vide. L'idée de perdre ses filles le terrifiait, mais plus encore, l'idée de les voir se disputer comme des pions dans un jeu juridique le rendait malade. Il devait dire à Rachel qu'elle méritait de savoir que la situation s'était compliquée. Il monta dans la chambre des filles et la trouva en train de chanter doucement, tandis qu'Emma essayait de se mettre debout en s'appuyant sur ses jambes. Olivia et Ava rampaient sur le sol, explorant leurs jouets. Rachel, je dois te parler, dit Thomas depuis l'embrasure de la porte. Elle comprit immédiatement à son expression que quelque chose n'allait pas. Elle mit les filles dans le parc avec des jouets sans danger et quitta la pièce en fermant la porte. Que s'est-il passé? Thomas lui raconta tout. Le retour de Jennifer, la demande de garde, la possibilité de perdre ses filles. Rachel écouta en silence et lorsqu'il eut terminé, elle posa une main sur son bras. Les filles ne vont nulle part. Tu es un bon père. Tout le monde peut le voir, mais j'ai failli les perdre, Rachel, si tu n'étais pas arrivé à ce moment-là. Mais je suis arrivé et elles vont bien, et nous allons le prouver ensemble. Il y avait une détermination dans sa voix qui donna de la force à Thomas. Mais il y avait aussi quelque chose de plus, un lien qui se formait entre eux, malgré les circonstances, ou peut-être à cause d'elle. Pourquoi vous souciez-vous autant de nous? Demanda Thomas doucement. Vous me connaissez à peine, vous connaissez à peine les filles. Pourquoi êtes-vous si disposés à vous battre pour nous? Rachel resta silencieuse pendant un long moment. Quand elle prit la parole, sa voix était étranglée par l'émotion. Parce que je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un, et je ne veux pas voir quelqu'un d'autre vivre ça si je peux l'éviter. Avant que Thomas n'ait le temps de poser d'autres questions, Eva se mit à pleurer dans la chambre. Rachel retourna rapidement auprès d'elle, laissant Thomas avec plus de questions que de réponses. Mais il était sûr d'une chose. Rachel Miller était plus qu'une nounou. C'était quelqu'un avec un passé lourd, quelqu'un qui portait son propre fardeau, et d'une certaine manière, cela faisait d'elle la personne idéale pour être là à ce moment-là. Au cours des jours suivants, la tension dans la maison s'intensifia. Thomas commença à tout documenter, comme Richard le lui avait conseillé. Il prit des photos des filles en train de manger, de jouer, de sourire, et demanda à Rachel de noter chaque étape importante de leur développement. Il emmena même les triplés chez un pédiatre renommé afin d'obtenir un rapport médical officiel attestant qu'elles étaient en bonne santé. Mais tandis que Thomas se préparait pour la bataille juridique, Margaret intensifia ses sabotages. Elle commença à remettre en question chaque décision prise par Rachel devant Thomas, sapant ainsi son autorité. Elle inventait des problèmes qui n'existaient pas, trouvant toujours le moyen de faire croire que Rachel ne faisait pas du bon travail. Les filles se sont réveillées 3 fois cette nuit, dit Margaret un matin pendant le petit déjeuner. Ce n'est pas normal. Peut-être que les méthodes de Mme Rachel ne sont pas aussi efficaces qu'elles le semblent. Elles se sont réveillées parce qu'elles avaient un chaud, répondit Rachel calmement. La climatisation de la chambre est tombée en panne et il faisait étouffant. J'ai déjà appelé un technicien. Comme c'est pratique, il y a toujours une excuse. Thomas observait les 2 femmes et se sentait comme un juge dans une salle d'audience. Mais il faisait confiance à Rachel. Plus que cela, il voyait les résultats. Les filles allaient visiblement mieux, elles étaient plus actives, plus heureuses, plus engagées. Margaret, ça suffit, dit-il fermement. Rachel fait un excellent travail et je ne tolérerai plus ces insinuations. La gouvernante pâlit. C'était la première fois en 20 ans que Thomas lui parlait sur ce ton. Elle se leva de table et partit sans un mot.
Mais son regard promettait que ce n'était pas fini. Cet après-midi-là, pendant que les filles faisaient la sieste, Rachel était dans le salon lorsque le téléphone de la maison sonna. Elle répondit, car Thomas était en vidéoconférence dans son bureau et Margaret était sortie pour s'occuper de certaines choses en ville. Résidence Wilson, dit-elle. Qui est à l'appareil? La voix à l'autre bout du fil était féminine, douce mais avec une touche d'autorité. Rachel Miller, la nounou des filles. Puis-je vous aider? Il y eut un silence. Nounou, combien de nounous mon ex-mari a-t-il engagé? J'ai perdu le compte. Rachel sentit son estomac se nouer. Ça ne peut être que Jennifer. Madame Wilson, ne m'appelez pas comme ça. Je m'appelle Jennifer Parker. J'ai arrêté d'utiliser son nom quand nous avons divorcé. Laissez-moi parler à Thomas. Il est en réunion. Puis-je lui demander de vous rappeler? Ce ne sera pas nécessaire. Je serai là demain à 15 heures pour voir mes filles et j'espère qu'il sera disponible cette fois-ci, car sinon, mon avocat en sera informé. L'appel prit fin avant que Rachel n'ait pu répondre. Elle resta là, le téléphone à la main, sachant qu'elle devait en parler à Thomas, mais sachant aussi que cette nouvelle le bouleverserait. Lorsque Thomas sortit enfin de la réunion, Rachel l'attendait dans ce salon. Elle lui parla de l'appel, de la visite prévue le lendemain, et elle vit son visage pâlir. « Elle vient ici dans cette maison », répéta-t-il, comme s'il n'arrivait pas à y croire. Après 6 mois, elle décide tout simplement de se pointer. Elle a le droit de voir ses filles, dit Rachel, même si elle savait que ce n'était pas ce que Thomas voulait entendre. C'est vrai, elle a perdu ce droit quand elle est partie, quand elle a choisi sa carrière plutôt que sa famille. Thomas, je sais que tu es en colère, mais les filles ont besoin de voir leur mère, et toi, que cela te plaise ou non, tu devras trouver un moyen de gérer ça. Il la regarda, et Rachel vit tant de douleur dans ses yeux que son cœur se serra. Comment je fais ça, Rachel? Comment je regarde la femme qui a détruit ma vie et je fais comme si tout allait bien? Comment je la laisse approcher mes filles en sachant qu'elle pourrait repartir et leur briser le cœur comme elle a brisé le mien? Rachel s'approcha et, sans trop réfléchir, lui prit la main. Tu le fais parce que c'est la bonne chose à faire, pas pour elles, mais pour les filles. Elles ont besoin de connaître leur mère et elles méritent d'avoir leurs 2 parents dans leur vie, même si ce n'est pas l'idéal. Thomas lui serra la main, reconnaissant de son soutien. À ce moment-là, quelque chose changea entre eux. Une connexion qui dépassait le cadre professionnel, une compréhension mutuelle de la douleur et des difficultés. Ils ne le remarquèrent pas, mais Margaret les observait depuis le couloir et la colère sur son visage était palpable. La soirée fut tendue. Thomas dormit à peine. Il n'arrêtait pas de se demander comment ce serait de revoir Jennifer, ce qu'il lui dirait, comment il réagirait. Une partie de lui voulait lui crier dessus, lui dire tout ce qu'il avait retenu pendant des mois, mais une autre partie, telle que Rachel avait touché, savait qu'il devait se montrer mature pour ses filles. Le lendemain matin, Rachel prépara les filles avec un soin particulier. Elle leur donna un bain, peigna leurs cheveux blonds, leur enfila les robes rose pâle que Thomas avait achetées quelques semaines auparavant, mais qu'elle n'avait pas encore portées. Elle ressemblait à 3 poupées, belles et innocentes. « Vous allez rencontrer quelqu'un de très spécial aujourd'hui », dit Rachel en ajustant le ruban dans les cheveux d'Olivia. « Quelqu'un qui vous aime beaucoup. » Emma la regarda avec ses yeux bleus curieux. « Maman. » Rachel sentit les larmes lui brûler les yeux. C'était la première fois qu'elle entendait l'une des filles prononcer ce mot, et c'était tellement injuste qu'elle connaisse à peine la personne que ce mot représentait. « Oui, ma petite, ta maman. » À 15 heures pile, la sonnette retentit. Thomas ouvrit la porte lui-même, et elle était là, Jennifer Parker. Ses cheveux bruns étaient plus courts. Elle avait maigri et avait des cernes que le maquillage ne parvenait pas à dissimuler complètement. Mais elle était toujours aussi belle. Elle était toujours la femme dont Thomas était tombé amoureux il y a des années. « Thomas », dit-elle doucement. « Jennifer. » Ils se regardèrent pendant un moment qui sembla durer une éternité. Tant de choses non dites flottaient dans l'air entre eux. Puis Jennifer détourna le regard. « Je peux voir les filles, elles sont dans le salon avec la nounou. » Jennifer entra et, pour la première fois depuis des mois, pénétra dans cette maison qui avait autrefois été la sienne. Tout était pareil, mais en même temps complètement différent. C'était comme visiter une vie qui n'était plus la sienne. Lorsqu'elle arriva dans le salon et vit les 3 petites, son visage se transforma.
Mon Dieu, elles ont tellement grandi. Rachel était assise sur le canapé, entourée des trois filles. Lorsqu'elles virent cette femme inconnue, Olivia et Ava se cachèrent derrière Rachel, mais Emma continua à la fixer du regard, comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose d'important. Bonjour, mes chéris, dit Jennifer en s'agenouillant sur le sol. Vous vous souvenez de votre maman? Mais les filles ne s'approchèrent pas. Elles restèrent là, accrochées à Rachel, regardant cette étrangère avec peur et confusion. Jennifer sentit des larmes couler sur son visage. Elles ne me reconnaissent pas, murmura-t-elle. Mes propres filles ne me reconnaissent pas. Thomas, qui se tenait à la porte, ressentit un mélange de satisfaction et de tristesse. Une partie de lui voulait que Jennifer ressente la douleur d'être rejetée par ses filles, mais une autre partie, celle qui était père, comprenait que c'était aussi une tragédie pour les filles. Rachel se leva doucement et alla vers Jennifer. Elles ont besoin de temps. Cela fait plusieurs mois, mais elles se souviendront. Il faut juste être patient. Jennifer regarda cette jeune femme aux cheveux roux qui semblait avoir gagné la confiance de sa fille en si peu de temps. Elle ressentit un pincement de jalousie, mais aussi de la gratitude. Merci de prendre soin d'elle, dit Jennifer. On dirait que tu as fait du bon travail. J'ai seulement fait ce que n'importe qui aime ses filles ferait. Les deux femmes se regardèrent et à ce moment-là, elles établirent un respect mutuel. Elles n'étaient pas ennemies. Elles étaient deux personnes qui, chacune à leur manière, voulaient ce qu'il y avait de mieux pour les triplés. La visite dura 2 heures. Jennifer a essayé d'interagir avec les filles, mais elles sont restées méfiantes. Rachel lui a suggéré de leur chanter une chanson, et lorsque Jennifer a chanté une berceuse qu'elle leur chantait quand elles étaient nouveau-nées, quelque chose a changé. Olivia s'est approchée timidement, puis Ava et enfin Emma. À la fin de la visite, lorsque Jennifer est partie, Thomas était émotionnellement épuisé. Il s'est assis sur le canapé et Rachel lui a apporté un verre d'eau. Cela deviendra plus facile avec le temps, a-t-elle dit. Ou cela deviendra plus difficile. Jennifer voudra venir plus souvent. Elle voudra passer plus de temps avec elle et finira par vouloir les emmener chez elle, et je ne sais pas si je pourrais le supporter. Rachel s'assit à côté de lui. Tu le pourras parce que tu es plus fort que tu ne le penses et parce que tu aimes tes filles plus que ta douleur. Thomas regarda cette femme qui était entrée dans sa vie quelques semaines auparavant, mais qui était déjà devenue si importante. Et il posa la question qu'il avait repoussée. Rachel, que t'est-il arrivé? Qu'est-ce qui t'a rendu si sage face à la douleur et à la perte? Elle détourna le regard en proie à un conflit intérieur. Finalement, elle décida qu'il méritait de connaître au moins une partie de la vérité. J'avais une fille, dit-elle doucement. Lily, elle aurait 6 ans aujourd'hui. Aurait. Je l'ai perdue quand elle avait 2 ans. C'était un accident. Un accident stupide qui n'aurait jamais dû arriver. Et depuis, j'essaie de trouver un but, une raison de continuer. Et m'occuper des enfants, aider les familles, ça me donne un peu de ce but. Thomas eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Soudain, tout prit sens. La profonde compréhension de Rachel, sa patience infinie, son dévouement envers les filles. Elle ne faisait pas seulement son travail. Elle guérissait ses propres blessures à travers elle. Rachel, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Personne ne sait. Et je préfère qu'il en soit ainsi. Je ne veux pas que les gens me voient comme la femme qui a perdu sa fille. Je veux être considéré comme quelqu'un qui peut faire la différence. Et vos filles m'ont donné cette chance. Ils sont restés assis en silence pendant un long moment, chacun assimilant les révélations de l'autre. Puis Ava est apparue, rampant depuis la porte, à la recherche de Rachel. Et quand elle l'a vue sur le canapé, son petit visage s'est illuminé. Rachel l'a prise dans ses bras et Ava s'est blottie contre elle, satisfaite. Elle t'aime, a dit Thomas avec un sourire triste. Et je l'aime. Je les aime toutes les trois plus que ce qui serait approprié sur le plan professionnel probablement. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Ne t'en empêche pas. Elles ont besoin de cet amour. J'ai besoin de savoir que quelqu'un les aime ainsi, inconditionnellement. Margaret a choisi ce moment pour apparaître à la porte. Elle venait de rentrer de ses courses et portait des sacs. Quand elle vit Thomas et Rachel si proches sur le canapé, avec Ava sur les genoux de Rachel, son expression s'assombrit. « Je vois que la visite de Mme Parker est terminée, dit-elle d'un ton sec. Oui, c'est vrai, c'était difficile, mais nécessaire. Je m'en doute. Après tout, une mère qui abandonne ses enfants ne mérite pas un accueil chaleureux. Margaret,
Je t'ai déjà demandé d'arrêter avec ces remarques, dit Thomas, commençant à perdre patience. Désolé, Monsieur Wilson. C'est juste que je m'inquiète pour cette famille et que je vois des choses qui me mettent mal à l'aise. Quelles choses? Margaret lança un regard significatif à Rachel, qui tenait toujours Eva dans ses bras. Des choses qu'il n'est peut-être pas approprié de discuter devant le personnel. Rachel comprit l'insinuation. Elle se leva, ajustant Eva sur sa hanche. Je vais emmener les filles dans leur chambre. C'est l'heure de la sieste. Après son départ, Thomas se tourna vers Margaret avec une expression sévère. Que voulez-vous dire par Monsieur Wilson? Ne trouvez-vous pas étrange que tout soit devenu si parfait depuis l'arrivée de cette fille? Que les filles aient fait des progrès si rapides? Qu'elles sachent toujours exactement quoi faire et quoi dire? Elle est douée dans son travail. Ce n'est pas étrange, c'est de la chance. Ou alors c'est prémédité. Avez-vous déjà pensé qu'elle manipulait peut-être la situation, qu'elle gagnait votre confiance envers les filles dans un but précis? Thomas se leva, furieux. Un but précis? Quel but serait-ce, Margaret? C'est une nounou. Elle fait exactement ce pourquoi je la paye. Vraiment? Parce que de mon point de vue, elle fait bien plus que ça. Elle s'implique trop. Elle prend trop d'importance. Et quand cela arrivera, elle y aura du pouvoir sur vous, sur les filles, sur cette famille. Ça suffit, explosa Thomas. Je ne veux plus entendre parler de ça. Rachel est la meilleure chose qui soit arrivée à cette maison depuis des mois. Et si vous ne pouvez pas le voir, il est peut-être temps de réévaluer votre position ici. Margaret pâlit. En 20 ans, Thomas n'avait jamais menacé son emploi. Il n'avait jamais remis en question sa loyauté. Mais maintenant, à cause d'une nounou, il était en train de faire exactement cela. Comme vous voudrez, Monsieur Wilson, dit-elle d'une voix glaciale. Mais ne dites pas que je ne vous aurais pas prévenu quand tout s'écroulera. Elle quitta la pièce, laissant Thomas seul avec ses pensées tumultueuses. Une partie de lui se demandait si Margaret avait raison, s'il faisait trop confiance à Rachel, trop rapidement. Mais quand il regardait les filles, il voyait les progrès indéniables qu'elle avait apportés. Et c'était ce qui comptait. Ou du moins, c'est ce qu'il voulait croire. Cher auditeur, si vous appréciez cette histoire, prenez un moment pour la liker et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide vraiment, nous qui venons de commencer. Les jours suivants, la situation à la maison devint de plus en plus tendue. Jennifer commença à venir 2 fois par semaine, toujours à des heures fixes. Les filles s'habituèrent peu à peu à elle, la reconnaissant comme quelqu'un de familier, même si elles n'étaient toujours pas aussi proches d'elle que de Rachel. Chaque visite était un exercice de diplomatie forcée. Thomas et Jennifer pouvaient à peine échanger des mots courtois. Margaret observait tout d'un œil critique, trouvant toujours quelque chose à redire après le départ de Jennifer. Et Rachel essayait de maintenir la paix, agissant comme médiatrice officieuse entre tout le monde. C'est lors de la 5e visite de Jennifer que tout a vraiment commencé à s'effondrer. Ils étaient dans le salon avec les filles qui jouaient sur le tapis, lorsque Jennifer a laissé échapper quelque chose qui allait tout changer tout. Mon avocat dit que l'affaire se passe bien, avait-elle commenté avec désinvolture. Les visites régulières montrent mon engagement et le fait que les filles réagissent bien à ma présence est un point positif. Thomas s'était figé. Ton avocat, tu continues toujours la procédure pour la garde? Jennifer l'avait regardé, perplexe. Bien sûr que oui. Tu croyais que j'avais abandonné? Thomas, ce sont mes filles. J'ai le droit de les élever. Tu as renoncé à ce droit quand tu es parti à Londres. Je n'ai renoncé à rien. J'avais juste besoin de faire une pause. Tu appelles ça une pause, abandonner tes filles? Les filles se mirent à pleurer en entendant les voix s'élever. Rachel les prit rapidement dans ses bras et les emmena dans une autre pièce, laissant les parents régler leurs problèmes. Mais elle pouvait entendre la dispute s'intensifier même depuis la pièce voisine. Je suis revenu, Thomas. J'ai réalisé mon erreur et je suis revenu. N'est-ce que pas ce qui compte? Non, Jennifer. Ce qui compte, c'est que tu n'étais pas là quand elles avaient besoin de toi, quand elles pleuraient la nuit, quand elles étaient malades, quand elles refusaient de manger pendant des jours. Et j'ai cru que j'allais les perdre. Tu n'étais pas là pour tout ça parce que tu ne m'en as jamais parlé. Je ne savais pas que les filles avaient des problèmes. Tu ne le savais pas parce que tu n'as jamais demandé, jamais appelé, tu ne t'es pas assez soucié de rester en contact. Il y eut un lourd silence. Puis la voix de Jennifer s'abaissa et s'étrangla. Tu as raison. J'ai échoué. J'ai échoué en tant que mère. J'ai échoué en tant qu'épouse. Mais j'essaie d'y remédier maintenant.
Pourquoi ne peux-tu pas me donner une chance? Parce que j'ai peur, admit Thomas, la voix brisée. J'ai peur que tu reviennes dans leur vie, qu'elles s'attachent à toi, puis que tu décides que tu préfères ta carrière et que tu partes, et qu'elles souffrent à nouveau. Et je ne peux pas laisser cela arriver. Rachel, qui se trouvait de l'autre côté du mur, serrait les trois filles contre elle. Des larmes coulaient sur son visage. Elle comprenait la douleur de Thomas, elle comprenait la peur de Jennifer. Et plus que tout, elle comprenait la confusion et la souffrance des trois petites qui faisaient l'objet d'une lutte comme un territoire. Lorsque la dispute prit fin et que Jennifer partit, Thomas se rendit directement dans la chambre des filles. Rachel était assise par terre avec elle et chantait doucement pour les calmer. Il s'assit à côté d'elle et enfouit son visage dans ses mains. J'ai tout gâché, dit-il. Je n'aurais pas dû crier devant elles. Les filles vont bien, elles sont résistantes. Comment fais-tu pour rester si calme? Comment fais-tu pour gérer tout ça sans craquer? Rachel le regarda et, pour la première fois, lui laissa voir toute la douleur qu'elle portait en elle. Parce que j'ai déjà craqué, Thomas. Je me suis déjà brisé en 1000 morceaux. Et quand on se reconstruit après quelque chose comme ça, on apprend que crier et se battre ne change rien. Ce qui change, c'est ce qu'on fait après, comment on choisit d'aller de l'avant. Thomas la regarda fixement, la voyant vraiment pour la première fois. Pas comme la nounou qui avait sauvé ses filles, mais comme une femme qui avait survécu à sa propre tragédie et qui avait encore trouvé la force d'aider les autres à survivre à la leur. Parle-moi d'elle, demanda-t-il doucement. De Lily? Rachel prit une profonde inspiration. Cela faisait 2 ans qu'elle n'avait pas parlé de sa fille à voix haute. Mais peut-être était-il temps. Elle était parfaite, commença Rachel avec un sourire triste. Elle avait les cheveux roux comme moi, mais les yeux bruns de son père. Elle riait de tout. Elle était si pleine de vie qu'elle illuminait toutes les pièces où elle entrait. Que s'est-il passé? Nous vivions dans un petit appartement à Hartford. Je travaillais comme secrétaire. Son père était chauffeur de bus. Un jour, elle jouait sur le balcon. C'était un petit espace entouré de balustrades. Nous pensions qu'il était sûr, mais elle a réussi à grimper. Je ne sais pas comment. Et elle laisse tomber. Richard sentit son estomac se nouer. Rachel, elle n'a pas souffert. Rachel continua, les larmes coulant maintenant librement. Le médecin a dit que c'était instantané, mais cela ne rend pas les choses plus faciles. Rien ne rend les choses plus faciles. Et son père, il m'a blâmé. J'étais à l'intérieur en train de faire le ménage. Il a dit que c'était mon devoir de la surveiller, que j'avais échoué en tant que mère. Nous nous sommes séparés 2 mois plus tard. Nous ne pouvions plus nous regarder sans ressentir la douleur de la perte. Richard lui prit la main, ne sachant pas quoi dire. Il n'y avait pas assez de mots pour consoler une douleur aussi grande. C'est pour ça que tu t'occupes d'enfants, pour compenser? Ça ne compense pas. Rien ne compense la perte d'un enfant. Mais c'est une façon d'honorer sa mémoire, de faire quelque chose de bien avec cette douleur. Chaque enfant que j'aide, chaque famille que je peux réunir, c'est comme si je disais à Lily que sa vie avait un sens, qu'elle m'avait appris quelque chose d'important. Les filles, comme si elles sentaient l'émotion dans l'air, se rapprochèrent de Rachel. Emma grimpa sur ses genoux. Olivia lui a pris la main. Eva a posé sa petite tête sur sa jambe. À ce moment-là, Richard a compris à quel point elles aimaient déjà cette femme et à quel point elle les aimait en retour. Tu n'es pas seulement leur nounou, a dit Richard, la voix étranglée. Vous faites partie de cette famille, et je ne sais pas ce que nous ferions sans vous. Rachel le regarda et quelque chose passa entre eux. Un lien profond forgé par une douleur partagée et un espoir mutuel. Ce n'était pas exactement une attirance romantique. C'était quelque chose de plus fondamental. C'était la reconnaissance d'une âme brisée par une autre, d'un survivant par un autre. Mais ce moment fut interrompu par Margaret qui ouvrit brusquement la porte. Monsieur Wilson, quelqu'un souhaite vous parler. Il dit que c'est important. Richard descendit, laissant Rachel avec les filles. À la porte se tenait une femme qu'il ne connaissait pas. Elle était grande, avait environ 50 ans, les cheveux grisonnants tirés en un chignon élégant. Elle portait un tailleur formel et tenait une maillette en cuir. Monsieur Wilson, je suis le docteur Susan Thompson, une assistante sociale désignée par le tribunal pour évaluer les conditions de vie de votre fille. Richard sentit son sang se glacer. La bataille juridique venait officiellement de commencer. Le docteur Thompson passa les 2 heures suivantes à inspecter chaque recoin de la maison. Elle posa des questions détaillées sur la routine quotidienne des filles, leurs soins médicaux, leur alimentation, leur éducation.
Elle observa la manière dont Richard interagissait avec ses filles, dont Rachel s'occupait d'elle. Elle prit constamment des notes sur une tablette, le visage neutre et professionnel tout au long de la visite. Lorsqu'elle finit par partir, Richard eut l'impression d'avoir subi un interrogatoire policier. Épuisé, il s'effondra sur le canapé du salon. C'était horrible, dit-il à Rachel. Elle a donné l'impression que tout ce que je fais est mal, que la maison n'était pas adaptée, que les filles n'avaient pas une structure adéquate. Je suis sûr qu'elle ne faisait que son travail. Rachel a essayé de le réconforter en évaluant tout objectivement. Objectivement, Richard a ri avec humour. Il n'y a rien d'objectif là-dedans. Jennifer a probablement déjà rempli ses oreilles d'histoires sur le fait que je suis un père négligent, sur les 18 nounous, sur les filles qui ont failli être hospitalisées. Mais les filles vont bien maintenant. Tout le monde peut le voir. Peuvent-ils voir ou veulent-ils voir ce qu'ils veulent voir? Qu'un homme d'affaires milliardaire n'a pas de temps à consacrer à ses filles. Que les filles sont élevées par des nounous et des gouvernantes pendant que leur père travaille. Rachel n'avait pas de réponse à cela, car c'était en partie vrai. Richard travaillait beaucoup, passait de longues heures au bureau. Oui, il aimait ses filles, mais son mode de vie n'était pas exactement celui d'un père présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez changer cela, suggéra Rachel. Commencez à passer plus de temps avec elles. Impliquez-vous davantage dans leur quotidien. Montrez-leur que vous n'êtes pas seulement le père qui paye les factures, mais aussi le père qui est présent dans leur vie. Thomas la regarda comme si elle lui avait suggéré de voler. Rachel, j'ai une entreprise à diriger. Je ne peux pas tout laisser tomber. Si vous le pouvez, vous en êtes le propriétaire. Vous pouvez faire ce que vous voulez. La question est, vos filles sont-elles plus importantes que votre travail ou non? La question resta en suspens, comme une accusation. Thomas voulait discuter. Il voulait dire que ce n'était pas si simple, mais au fond de lui, il savait que Rachel avait raison. S'il voulait vraiment montrer qu'il était un bon père, qu'il méritait la garde de ses filles, il devait le prouver par des actes, pas par des mots. D'accord, dit-il finalement. Je vais changer. Je vais déléguer plus de travail. Je travaillerai à domicile certains jours. Je serai plus présent. Rachel sourit. Elles vont t'adorer, et toi aussi. Tu verras que le temps passé avec tes filles est le meilleur investissement que tu puisses faire. Mais pendant qu'ils discutaient, Margaret était dans sa chambre à l'étage, au téléphone. Sa voix était basse et complice. Oui, c'est vrai. Il est complètement amoureux de la nounou. Ce n'est pas seulement professionnel. Tout le monde peut le voir. Et elle le manipule, le poussant à s'éloigner encore plus de toi. Oui, je pense que tu devrais utiliser ça dans l'affaire. Montre qu'il se soucie plus d'une employée que du bien-être de ses propres filles. De rien. Je protégerai toujours les intérêts de cette famille, même si M. Wilson ne voit pas les choses comme moi. Quand elle raccrocha, Margaret avait un sourire satisfait sur le visage. Si Thomas ne se débarrassait pas de Rachel de lui-même, elle ferait en sorte que la nounou devienne un tel problème qu'il n'aurait pas d'autre choix. Et si cela signifiait collaborer avec Jennifer, qu'il en soit ainsi. Au final, Margaret se convainquit qu'elle faisait ce qu'il y avait de mieux pour la famille Wilson, même si celle-ci ne s'en rendait pas encore compte. Les jours suivants furent marqués par des changements intenses. Thomas commença vraiment à moins travailler. Il annula des réunions, délégua des projets, fixa des horaires pendant lesquels il ne pouvait pas être dérangé car il était avec ses filles. Et petit à petit, les filles commencèrent à réagir à cette présence plus constante de leur père. Emma, toujours la plus curieuse, se mit à suivre Thomas partout dans la maison. Olivia adorait quand il la prenait dans ses bras et se promenait avec elle dans les jardins. Eva découvrit que son père avait un talent particulier pour faire des voix drôles pendant les moments de jeu. Et pour la première fois depuis la naissance des filles, Thomas se sentait vraiment connecté à elle. « Tu avais raison, dit-il à Rachel un soir, après que les filles se soient endormies. À propos d'être présent, j'ai manqué tellement de choses importantes. Il n'est jamais trop tard pour changer, répondit Rachel. Et elles se souviendront de cela, de ces moments passés avec toi. C'est ce qui compte au final. Thomas l'observa un instant. Elle pliait les petits vêtements des filles, rangeait la chambre avec le soin méticuleux qu'elle apportait à tout. Ses cheveux roux étaient attachés en une queue de cheval légèrement désordonnée. Elle avait l'air fatiguée, mais il y avait quelque chose sur son visage qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Tu as l'air heureuse, remarqua-t-il.
Rachel leva les yeux, surprise. Heureuse? Oui, plus légère. Comme si... Comme si tu avais trouvé quelque chose que tu cherchais. Elle y réfléchit un instant. Peut-être que oui. Ou peut-être que j'ai simplement appris que parfois, guérir les autres aide à guérir ses propres blessures. Thomas acquiesça, comprenant plus qu'elle ne le pensait, car il ressentait quelque chose de similaire. La présence de Rachel, la façon dont elle s'occupait des filles, la sagesse qu'elle partageait, tout cela l'aidait à guérir des blessures dont il n'avait même pas conscience. Mais l'édifice qu'ils étaient en train de construire allait être bouleversé. 2 semaines plus tard, un jeudi matin, Thomas reçut un appel de Richard, son avocat. Sa voix était tendue. « Thomas, nous devons parler de toute urgence. Jennifer a présenté de nouvelles preuves dans l'affaire. » « Quelles preuves? » ?»« Des photos. Des photos de vous et Rachel, la nounou, dans des situations qui, hors contexte, semblent inappropriées. » Thomas sentit son estomac se nouer. « Comment ça, inapproprié? Il n'y a rien d'inapproprié là-dedans. » « Je le sais. Mais il y a une photo de vous deux sur le canapé, très proche, elle tenant l'une des filles dans ses bras. Il y en a une autre où vous discutez seul dans le jardin, la nuit. Et il y en a une autre où vous vous tenez la main. Nous nous réconfortions mutuellement. C'était une période difficile. Je vous crois, Thomas, mais l'avocat de Jennifer utilise ces photos pour affirmer que vous vous souciez davantage de la nounou que de vos filles. Que vous entretenez une relation inappropriée avec une employée alors que vos filles ont besoin d'attention. C'est ridicule. C'est grâce à Rachel que les filles vont bien. Elle les a sauvées. Vous aurez l'occasion de l'expliquer, mais l'audience est prévue dans 2 semaines. Et Thomas, vous devez vous préparer. Jennifer joue le tout pour le tout. Elle veut de la garde exclusive. Lorsque Thomas raccrocha, il tremblait de colère. Qui avait pris ces photos? Qui espionnait sa propre maison? Il ne pouvait s'agir que d'une seule personne. Il monta les escaliers en tapant des pieds et frappa à la porte de Madame Margaret. « Entrez, dit-elle de l'autre côté. » Thomas ouvrit la porte à la volée. Monsieur Margaret était assise dans un fauteuil, lisant un livre comme si elle n'avait aucun souci dans la vie. « C'était vous, » l'accusa Thomas. « Vous avez pris les photos. Vous travaillez avec Jennifer. » Madame Margaret ferma calmement le livre. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, Monsieur Wilson. Ne me mentez pas. Qui d'autre aurait accès à la maison? Qui d'autre saurait où Rachel et moi nous trouvons à certains moments? Si quelqu'un a pris des photos, vous devriez peut-être vous demander pourquoi ces photos sont si compromettantes. Le problème n'est peut-être pas de savoir qui les a prises, mais ce qu'elles montrent. » Thomas sentit la colère monter dans sa gorge comme un feu. « Sortez de ma maison. » Monsieur Margaret cligna des yeux, surprise pour la première fois. « Quoi? Vous êtes renvoyé. Je veux que vous fassiez vos valises et que vous partiez immédiatement. Monsieur Wilson, je travaille pour cette famille depuis 20 ans. Je m'occupais de cette maison avant même qu'elle n'existe. J'étais là quand vous et Jennifer vous êtes mariés, quand les filles sont nées. Et maintenant, vous trahissez cette même famille, vous transmettez des informations à mon ex-femme, vous prenez des photos en cachette, vous essayez de détruire la seule personne qui a réellement aidé mes filles. Vous pensez que c'est de la loyauté? » Madame Margaret se leva et son masque de calme tomba enfin. « De la loyauté? Vous voulez parler de loyauté? Je vous ai été loyal pendant 2 décennies. J'ai supporté tous vos problèmes conjugaux, tous les drames, toutes les nuits où Jennifer pleurait parce que vous vous souciez plus de votre travail que d'elle. Et quand elle est finalement partie, j'étais là pour vous soutenir. Pour m'occuper de vos filles alors que vous ne pouviez même pas les regarder sans vous souvenir de la femme qui vous avait quitté. Et je vous en suis reconnaissante. Mais ce que vous faites maintenant, ce n'est pas de la loyauté, Mademoiselle Margaret. C'est du sabotage. Ce n'est pas du sabotage. C'est essayer de vous faire entendre raison. Cette nounou vous manipule. Elle vous rend attaché à elle, dépendante d'elle. Et quand elle décidera de partir, comme toutes les autres, vous serez à nouveau brisé. Et les filles aussi. Rachel n'est pas comme les autres. Elle se soucie vraiment d'elle. Et vous pensez que cela suffit? Vous pensez que ce qui compte, c'est seulement de se soucier des autres? Thomas, vous êtes aveugle, aveuglé par le désespoir, par la solitude, par le besoin de quelqu'un qui comprenne votre douleur. Mais cette femme n'est pas la solution. Elle n'est qu'un pansement temporaire. Sortez de ma maison, hurla Thomas, perdant complètement le contrôle. Margaret le fixa longuement du regard. Puis,
Avec une dignité froide, elle commença à rassembler ses affaires. Il n'a fallu que 20 minutes pour effacer 20 ans. Alors qu'elle passait devant Thomas à la porte, elle s'arrêta. Vous allez le regretter, dit-elle calmement. Quand tout s'écroulera et ça s'écroulera, vous vous souviendrez que je vous avais prévenu. Puis elle partit, laissant Thomas seul face à l'ampleur de ce qu'il venait de faire. Rachel le trouva encore debout dans le couloir, regardant la porte fermée de la chambre de Margaret. Elle n'avait pas besoin de demander ce qui s'était passé. Elle avait entendu les cris. Elle est partie, demanda-t-elle doucement. Je l'ai renvoyée. C'est moi qui ai pris les photos, qui ai transmis les informations à Jennifer. Tout ce temps, elle travaillait contre moi. Rachel lui toucha le bras dans un geste de réconfort. Je suis désolé. Je sais qu'elle comptait beaucoup pour toi. Comptait au passé. Parce qu'apparemment, je ne la connaissais pas vraiment. Il se tourna vers Rachel et il y avait une vulnérabilité dans ses yeux qui lui donna envie de le serrer dans ses bras. Mais elle se retint. Il y avait déjà des photos compromettantes. Ils n'avaient pas besoin de plus d'éléments pour alimenter les spéculations de Jennifer. « Que va-t-on faire maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, nous nous préparons pour l'audience et nous prouvons que je suis un bon père, que je mérite d'avoir mes filles avec moi, avec notre aide. Notre oui, parce que tu fais partie de tout ça maintenant, Rachel, que ça te plaise ou non, et je vais avoir besoin de toi à mes côtés quand nous affronterons ça. » Rachel acquiesça, sachant qu'elle avait franchi une ligne. Elle n'était plus seulement la nounou, elle faisait désormais partie de ce beau et compliqué désordre qu'était la famille Wilson. Et étrangement, elle ne le regrettait pas. Les 2 semaines précédant l'audience passèrent dans un tourbillon de préparatifs. Richard vint plusieurs fois à la maison, apportant des documents à signer à Thomas, discutant des stratégies, le préparant aux questions qui lui seraient posées. Le Dr. Thompson revint également, cette fois pour une évaluation plus longue et plus détaillée. Au cours de cette visite, elle demanda à parler à Rachel en privé. Elles s'assirent dans le jardin, les filles jouant à proximité, mais hors de portée de voix. « Sel Miller, depuis combien de temps travaillez-vous pour M. Wilson? » « Un peu plus d'1 mois. Et comment décririez-vous votre relation avec lui? » Rachel choisit ses mots avec soin. « Professionnel. C'est un bon employeur. Il se soucie de ses filles. Il fait de son mieux pour être présent. Et sa relation avec son ex-femme est compliquée, mais il essaie de l'améliorer pour le bien des filles. Certains disent que vous et M. Wilson avez une relation qui va au-delà du professionnel. » Rachel regarda la travailleuse sociale droit dans les yeux. Certains veulent le croire parce que cela sert leurs intérêts, mais la vérité est que je m'occupe de ces filles. Point final. Toute autre interprétation est malveillante et infondée. Le Dr. Thompson prit des notes, son visage ne laissant rien transparaître de ses pensées. Les enfants semblent très attachés à vous. Je m'occupe d'elles. Il est normal qu'elles ressentent cela et réagissent positivement. Et si la garde est accordée à la mère, si les filles doivent déménager, iriez-vous avec elles? Cette question prit Rachel au dépourvu. Elle n'y avait jamais pensé. La possibilité que les filles ne soient plus là, qu'elles doivent les quitter, était trop douloureuse à envisager. Il faudrait en discuter. Ce n'est pas une décision que je peux prendre seule. Mais l'envisageriez-vous? L'envisageriez-vous? J'envisagerai toujours ce qui est le mieux pour les filles. Après le départ du Dr. Thompson, Rachel s'est assise longtemps dans le jardin, regardant les triplés jouer. Emma avait trouvé une fleur tombée et l'examinait avec fascination. Olivia essayait d'attraper un papillon qui passait. Eva se roulait simplement dans l'herbe en riant. Elles étaient si innocentes, si inconscientes de la tempête qui se préparait autour d'elles. Et Rachel se demandait, et ce n'était pas la première fois, si sa présence ici aidait vraiment ou ne faisait que compliquer les choses. « Je peux me joindre à vous ?» La voix de Thomas l'attira de ses pensées. Bien sûr. Il s'assit sur le banc à côté d'elle, et ils restèrent là en silence pendant un moment, regardant simplement les filles. « Avez-vous pensé à ce que ce serait si vous perdiez cette audience? » demanda Rachel doucement. « Chaque jour, chaque nuit. C'est un cauchemar permanent. Et que feras-tu si cela arrive? » Thomas prit une profonde inspiration. « Je me battrai de toutes mes forces. Je ferai appel. Je vais aller devant la cour supérieure. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, parce que je ne peux pas perdre mes filles, Rachel. Je ne peux tout simplement pas. » Elle lui prit de la main, un geste de solidarité qui était désormais devenu naturel entre eux. « Tu ne perdras pas parce que tu es un bon père et tout juge qui passera du temps avec toi, et les filles s'en rendra compte. J'aimerais avoir ta foi. »
Alors emprunte-la jusqu'à ce que tu trouves la tienne. Ils se tinrent la main en regardant les trois fils, et pour la première fois depuis des semaines, Thomas ressentit un peu de paix. Peu importe ce qui se passerait à l'audience, peu importe ce que Jennifer ou ses avocats diraient, il s'était battu pour ses filles. Il avait changé pour elles. Il était devenu un meilleur père grâce à elle. Et il avait Rachel à ses côtés, une femme brisée qui avait trouvé le moyen de guérir en aidant les autres à guérir. Une femme qui était entrée dans sa vie à son moment le plus sombre et qui lui avait apporté de la lumière. Une femme dont il commençait à réaliser qu'elle représentait bien plus pour lui qu'une simple nounou. Mais cette pensée devrait attendre, car avant toute chose, avant de laisser ses sentiments s'épanouir, il devait s'assurer que ses filles seraient en sécurité. Et cela signifiait gagner cette bataille juridique à tout prix. La nuit précédant l'audience, Thomas n'avait presque pas dormi. Il était resté éveillé, repassant dans sa tête toutes les questions possibles, toutes les accusations que Jennifer pourrait porter, toutes les défenses qu'il pourrait présenter. Lorsque le soleil commença à se lever, il renonça à essayer de dormir et descendit faire du café. Il trouva Rachel déjà dans la cuisine, elle aussi levée tôt. Elle préparait le petit déjeuner des filles, mais semblait aussi fatiguée que lui. Tu n'as pas pu dormir non plus? Demanda Thomas. Je n'arrêtais pas de penser aux filles, à ce qui allait leur arriver. Je sais qu'elles ne sont pas ma famille, que ce n'est pas à moi de m'inquiéter comme ça, mais c'est à toi de le faire, l'interrompit Thomas. Tu fais partie de leur vie maintenant, et elles ont besoin de toi. J'ai besoin de toi. Rachel le regarda, et il y avait quelque chose dans ses yeux que Thomas ne pouvait déchiffrer. De la peur, de l'espoir, peut-être les deux. Je serai là aujourd'hui, dit-elle. Lors de l'audience, Richard a dit que je devrais peut-être témoigner au sujet de la prise en charge des filles. Tu n'as pas à faire ça. Tu as déjà fait tellement. Je veux dire au juge à quel point ces filles sont spéciales, à quel point elles méritent la meilleure vie possible, et à quel point tu travailles chaque jour pour leur offrir cela. Thomas sentit une boule dans sa gorge. Il s'approcha d'elle et, sans trop réfléchir, la serra dans ses bras. Rachel se raidit pendant une seconde, puis se détendit et lui rendit son étreinte. Ils restèrent ainsi pendant un long moment, deux survivants de tempêtes différentes, trouvant du réconfort l'un auprès de l'autre. Merci, murmura Thomas, pour tout. Pour avoir sauvé mes filles, pour m'avoir aidé à être un meilleur père, pour être là. Merci, répondit Rachel, la voix étranglée, de m'avoir permis de faire partie de tout cela, de m'avoir redonné un but. Ils se séparèrent lorsqu'ils entendirent un cri provenant de la chambre des filles. Ava s'était réveillée et appelait. Rachel monta s'occuper d'elle et Thomas resta seul dans la cuisine, avec le sentiment que quoi qu'il arrive ce jour-là, il avait déjà gagné quelque chose d'important. Il avait gagné une amie, une alliée et peut-être, juste peut-être, quelque chose de plus. L'audience était prévue à 10 heures du matin. Thomas enfila son plus beau costume, même s'il savait que les vêtements n'auraient aucune importance dans ce qui comptait vraiment. Rachel resta avec les filles car il valait mieux ne pas les emmener au tribunal. Une voisine qui venait d'emménager et que Rachel avait rencontrée au parc proposa son aide, car elle n'avait plus Margaret. Bonne chance, lui dit Rachel en ajustant sa cravate à la porte. Tu t'en sortiras bien. Sois honnête. Parle avec ton cœur. Thomas acquiesça, même si son estomac était noué par la nervosité. Il embrassa chacune des filles sur le front, prit une profonde inspiration et partit. Le palais de justice était un bâtiment imposant situé au centre de New York. Thomas retrouva Richard à l'entrée et ils montèrent ensemble à la salle d'audience. Jennifer était déjà là, assise de l'autre côté avec ses avocats. Elle portait une robe bleu marine formelle, ses cheveux étaient attachés et son maquillage était discret. Elle avait l'air d'une mère attentionnée et professionnelle. Lorsque leurs regards se croisèrent, Thomas vit dans les yeux de Jennifer un mélange de détermination et de peur. De la peur. Jennifer avait peur elle aussi. Soudain, Thomas réalisa qu'elle n'était pas la méchante qu'il s'était imaginée. C'était juste une femme qui avait aussi commis des erreurs et qui essayait de les réparer, tout comme lui. La juge entra et tout le monde se leva. C'était une femme d'une soixantaine d'années, aux cheveux complètement blancs, au regard perçant qui semblait voir à travers n'importe quel mensonge. Selon Richard, la juge Barbara Reynolds était connue pour être juste mais exigeante. Elle n'acceptait ni les demi-vérités ni les manipulations. L'audience commença par les présentations officielles. Puis l'avocat de Jennifer présenta son dossier.
Il expliqua qu'elle était une mère dévouée qui avait commis l'erreur de donner temporairement la priorité à sa carrière, mais qu'elle était désormais de retour et prête à être constamment présente dans la vie de sa fille. Il a présenté des preuves qu'elle disposait d'un appartement convenable, d'un revenu stable et de références de collègues sur sa personnalité. Puis il a présenté les photos de Thomas et Rachel. Agrandies hors contexte, elles semblaient bien pire qu'elles ne l'étaient en réalité. L'avocat a insinué que Thomas avait une liaison avec la nounou, qu'il négligeait ses filles, que la maison avait vu défiler plusieurs employés dans peu de temps, créant ainsi une instabilité. Monsieur Wilson, dit le juge en regardant Thomas droit dans les yeux, qu'avez-vous à dire au sujet de ces allégations? Thomas se leva, essayant de garder une voix ferme. Votre honneur, il ne se passe rien d'inapproprié chez moi. Madame Miller est la nounou de ma fille, une excellente nounou qui, oui, a ma confiance et mon respect. Les photos montrent des moments où nous discutions des soins à apporter aux enfants ou où elle m'apportait son soutien pendant une période difficile. Rien de plus. Et qu'en est-il de la succession de nounous, 18 en 2 semaines? Thomas prit une profonde inspiration. Mes filles traversaient une crise. Elles refusaient de s'alimenter. Aucune des nounous précédentes n'avait pu m'aider. J'étais désespéré, à la recherche de quelqu'un qui pourrait les faire manger à nouveau. Lorsque j'ai trouvé Madame Miller, la situation s'est résolue d'elle-même. Les filles sont en bonne santé, heureuses, elles prennent du poids correctement. J'ai ici le rapport de l'assistante sociale, le Dr. Thompson. La juge feuilleta quelques papiers. Elle indique que les enfants sont en fait bien traités, que la maison est convenable, que vous avez montré votre engagement à être plus présent dans leur vie. Cependant, elle remarque également le lien fort qui unit les enfants à la nounou et se demande ce qui se passerait si cette professionnelle décidait de quitter son emploi. C'est exactement ce que je veux dire, votre honneur, intervint l'avocat de Jennifer. Les enfants sont élevés par des employés, pas par leurs parents. Ma cliente offre une présence maternelle constante. Une présence qui a été absente pendant 6 mois, conta Richard. Ma cliente n'a jamais abandonné ses filles. Elle a toujours été là, même lorsque leur mère a choisi sa carrière. Je n'ai pas choisi ma carrière plutôt que ma famille. Jennifer se leva, émue. J'ai commis une erreur que je reconnais, mais j'essaie de la réparer. Silence. La juge frappa son marteau. Madame Parker, veuillez vous asseoir. Monsieur Wilson, asseyez-vous également. Elle attendit que tout le monde se calme. Je vais entendre le témoin qui a été appelé, Mademoiselle Rachel Miller. Veuillez vous approcher. Rachel venait d'arriver, après avoir laissé les filles chez la voisine. Elle était nerveuse, mais essayait de ne pas le montrer. Elle s'est approchée et a juré de dire la vérité. Mademoiselle Miller, a commencé le juge. Depuis combien de temps travaillez-vous pour Monsieur Wilson? Un peu plus d'1 mois, votre honneur. Et pendant cette période, comment décririez-vous sa relation avec ses filles? Monsieur Wilson aime profondément ses filles. Au début, il était perdu. Il ne savait pas comment les aider lorsqu'elles refusaient de manger. Mais dès que nous avons trouvé une solution, il a fait tout son possible pour être présent. Il a annulé des réunions, modifié ses horaires de travail, passé des heures à jouer avec elles, à les nourrir, à s'occuper d'elles. C'est un père dévoué. Et sa relation avec vous? Y a-t-il quelque chose d'inapproprié comme le suggèrent les photos? Rachel regarda directement le juge. Non, votre honneur, Monsieur Wilson a toujours été très professionnel avec moi. Nous sommes des alliés dans la prise en charge des enfants. Rien de plus. Les photos ont été prises lors de moments de soutien mutuel dans une situation difficile, mais il n'y a rien de romantique ou d'inapproprié entre nous. Et si les enfants devaient être confiés à la garde de leur mère, continueriez-vous à travailler avec eux? Rachel hésita. C'était une question piège, et elle le savait. Si elle répondait oui, cela donnerait l'impression qu'elle essayait de garder son emploi à tout prix. Si elle répondait non, cela donnerait l'impression qu'elle ne se souciait que de Thomas et non des filles. Je ferai tout ce qui est dans l'intérêt des enfants, votre honneur. Si Madame Parker souhaitait faire appel à mes services et que je pensais qu'il serait bénéfique pour les filles de bénéficier d'une continuité dans leur prise en charge, j'y réfléchirais. Mais ma loyauté va à leur bien-être, pas à un employeur en particulier. Le juge prit des notes et Rachel eut le sentiment de ne pas avoir répondu parfaitement, mais au moins elle avait été honnête. Elle retourna s'asseoir, évitant de regarder Thomas. L'avocat de Jennifer l'appela ensuite à la barre.
Jennifer s'est approchée, visiblement nerveuse. Madame Parker, pourquoi avez-vous décidé de revenir aux États-Unis maintenant? Parce que j'ai réalisé que j'avais commis une terrible erreur. Je pensais faire le bon choix en construisant une carrière qui me permettrait d'offrir une vie meilleure à mes filles. Mais ce faisant, j'ai perdu un temps précieux avec elles, un temps que je ne récupérerai jamais. Je suis revenu parce qu'elles ont besoin de leur mère et parce que j'ai besoin d'elles. Et M. Wilson a-t-il soutenu votre décision d'aller à Londres? Jennifer regarda Thomas et il y avait de la douleur dans ses yeux. Non, il était contre dès le début. Contre. Nous nous sommes beaucoup disputés à ce sujet, mais j'étais têtu. Je pensais savoir ce qui était le mieux. Et j'avais tort. Avez-vous gardé le contact avec les enfants pendant votre absence au début? Oui, mais c'est devenu plus difficile. Le décalage horaire, le travail intense. Et puis ça fait trop mal de voir ses filles sur un écran sans pouvoir les serrer dans ses bras. Je sais que c'était lâche de ma part de réduire les appels, mais chaque fois que je raccrochais, je pleurais pendant des heures. C'était une douleur que je ne savais pas gérer. Et maintenant, comment comptez-vous être une mère présente? J'ai quitté mon travail à Londres. Je suis revenu aux États-Unis pour de bon. J'ai une offre d'emploi ici à New York avec des horaires flexibles qui me permettront d'être avec les filles tous les jours. Je ne referai pas la même erreur deux fois. Thomas observait Jennifer et pour la première fois, l'écoutait vraiment. Il entendait la douleur dans sa voix, le regret, et il comprenait qu'elle n'était pas partie pour le blesser ou abandonner leur fille. Elle était partie parce qu'elle était perdue, confuse, essayant de trouver un équilibre impossible entre son rôle de mère et sa carrière professionnelle. Et elle avait échoué, tout comme lui avait échoué à bien des égards. L'audience se poursuivit pendant 1 heure, avec les arguments des deux parties, la présentation de documents et la citation de références. Puis, finalement, la juge annonça qu'elle avait besoin de temps pour évaluer tous les éléments et qu'elle rendrait sa décision dans 1 semaine. Lorsque Thomas quitta le tribunal, il était épuisé. Rachel l'attendait dehors, ayant laissé les filles chez la voisine un peu plus longtemps. Elle s'approcha, anxieuse. Comment ça s'est passé? Je ne sais pas. La juge n'a donné aucune indication sur ce qu'elle pensait. Elle rendra sa décision dans 1 semaine. 1 semaine? Répéta Rachel. Ça me semble une éternité. C'est une éternité quand on ne sait pas si on va perdre ses filles. Ils se marchèrent en silence jusqu'au parking. Puis, avant de monter dans la voiture, Thomas s'arrêta et regarda Rachel. Merci d'avoir témoigné et d'avoir dit ces choses. Je n'ai dit que la vérité. Je sais. Et Rachel, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que je ressens depuis longtemps, mais que je n'ai pas eu le courage d'admettre. Rachel sentit son cœur s'emballer. Thomas, non. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Je sais que le moment est mal choisi. Je sais que nous sommes en plein procès et que je ne devrais pas penser à autre chose, mais tu es entré dans ma vie comme une tornade et tu as tout changé. Pas seulement pour les filles, pour moi aussi. Et j'ai besoin que tu saches que tu es bien plus qu'une simple nounou pour moi. Rachel ferma les yeux, luttant pour retenir ses larmes. Ne fais pas ça. Passe maintenant, parce que si je laisse ces sentiments remonter à la surface, je m'attacherai encore plus. Et si tu perds cette audience, si les filles doivent aller vivre avec Jennifer, ce sera encore plus douloureux de devoir les laisser partir. Et si je gagne, si les filles restent avec moi, alors nous aurons le temps de comprendre ce que c'est, ce que nous sommes. Mais pour l'instant, à ce moment précis, nous devons nous concentrer sur les filles, uniquement sur les filles. Thomas acquiesça, sachant qu'elle avait raison. Mais alors qu'ils rentraient chez eux, il ne pouvait s'empêcher de regarder cette femme courageuse et brisée, qui avait trouvé la force d'aider les autres, même si sa propre douleur était encore si vive. La semaine d'attente fut une torture. Chaque jour semblait durer une éternité. Thomas essayait de maintenir une routine normale avec les filles, mais son esprit était constamment occupé par l'audience, repassant chaque mot prononcé, chaque regard du juge, essayant de deviner quelle serait la décision. Jennifer fit 2 autres visites au cours de cette semaine. Les interactions devenaient moins tendues. Thomas ne pouvait toujours pas lui pardonner complètement, mais il essayait de comprendre et Jennifer, à son tour, faisait un effort sincère pour renouer avec ses filles. Elle apportait des jouets, chantait des chansons, passait des heures assise par terre à jouer avec elle. Elle réagissent mieux avec moi, commenta Jennifer à la fin de la 2e visite. Elles préfèrent toujours Rachel, mais elles commencent à m'accepter. Donne-leur du temps, a dit Thomas.
Elles se souviendront complètement de toi. Jennifer l'a regardé avec surprise. Tu as changé, tu es moins amère. J'ai eu le temps de réfléchir, de comprendre que nous commettons tous des erreurs. J'en ai commis beaucoup, toi aussi. Mais au final, ce qui compte, c'est ce que nous faisons à partir de maintenant. Penses-tu qu'il soit possible pour nous d'élever les filles ensemble, même si nous ne sommes plus en couple? Thomas y réfléchit. Je pense que nous devons essayer pour les filles. Elles méritent d'avoir leurs deux parents dans leur vie. C'était la première conversation civile qu'ils avaient eue depuis des mois. Et lorsque Jennifer s'en alla, elle se retourna à la porte. Merci Thomas de ne pas avoir abandonné, d'être un père aussi dévoué. Je suis désolé pour tout. Vraiment. Thomas acquiesça, incapable de prononcer un mot. Mais quelque chose en lui se relâcha. Un peu de colère, un peu de douleur. Pas tout. Peut-être jamais tout, mais suffisamment pour que la guérison commence. Finalement, le jour de la décision arriva. Thomas retourna au tribunal seul cette fois. Rachel voulait l'accompagner, mais il lui demanda de rester avec les filles. Jennifer était là avec ses avocats et Richard aux côtés de Thomas. La tension dans la salle était palpable. Lorsque la juge entra, tout le monde se leva. Elle s'assit, rangea ses papiers, puis commença à parler. Cette affaire a été difficile. D'un côté, nous avons une mère qui a commis des erreurs, mais qui montre un remords sincère et une volonté de changer. De l'autre, un père qui s'engage clairement pour le bien-être de sa fille et qui s'est efforcé d'être plus présent. Les deux ont des mérites. Les deux ont des défauts. Thomas sentait son cœur battre si fort qu'il était sûr que tout le monde dans la salle pouvait l'entendre. Après avoir évalué tous les facteurs, examiné le rapport de l'assistante sociale, entendu les témoignages et examiné les preuves, j'ai pris une décision. La garde des filles Emma, Olivia et Ava Wilson sera partagée entre les deux parents. Thomas ressentit à la fois un immense soulagement et une grande panique. Cela signifie, poursuivit la juge, que les enfants passeront autant de temps avec l'un qu'avec l'autre, avec une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, et la possibilité d'ajuster cet arrangement si nécessaire. Les deux parents auront le droit de participer aux décisions importantes concernant la santé, l'éducation et le bien-être des enfants. Elle les regarda sévèrement tous les deux. Et j'attends de vous deux que vous fassiez preuve d'une maturité suffisante pour faire passer l'intérêt des enfants avant toute rancœur personnelle. Ces filles méritent d'avoir leurs deux parents actifs et présents dans leur vie, et j'attends de vous que vous travailliez ensemble pour y parvenir. Lorsque Thomas quitta le tribunal, il ne savait pas s'il devait se réjouir ou pleurer. Il avait obtenu la garde, mais il allait devoir la partager. Cela signifiait que ses filles ne seraient pas avec lui une semaine sur deux, mais cela signifiait aussi qu'elles auraient leurs deux parents, et peut-être, juste peut-être, était-ce le meilleur résultat possible. Il appela Rachel immédiatement. Garde partagée, dit-il, une semaine avec chacun de nous. Thomas, c'est génial, tu n'as pas perdu les filles. Je ne les ai pas perdues, mais je ne les ai pas tout le temps non plus. Je ne sais pas quoi penser. Sois reconnaissant, ça aurait pu être bien pire. Et maintenant, tu as la chance de montrer aux filles que même séparées, Jennifer et toi pouvez travailler ensemble. C'est un cadeau pour elles. Thomas savait qu'elle avait raison. Mais ça faisait quand même mal. Ça faisait mal de penser aux semaines sans les filles à la maison, sans les entendre rire, sans les voir ramper, sans pouvoir les prendre dans ses bras quand il le voulait. Quand il est rentré à la maison, Rachel l'attendait avec les trois filles. Elles ont couru vers lui dès qu'elles l'ont vu, ou plutôt elles ont rampé rapidement, et il les a prises dans ses bras, une dans chaque bras et une accrochée à sa jambe, et il laissa enfin couler ses larmes. Des larmes de soulagement, de gratitude, de peur pour l'avenir, mais aussi d'espoir, car ses filles étaient là, en bonne santé et heureuses, et c'était ce qui comptait vraiment. Ce soir-là, après que les filles se furent endormies, Thomas et Rachel discutèrent de ce qui allait se passer. Le premier échange aura lieu la semaine prochaine, expliqua Thomas. Elles passeront 7 jours avec Jennifer, et je ne sais pas si je vais pouvoir le supporter. Tu y arriveras, l'assura Rachel. Et quand elles reviendront, elles seront heureuses de te revoir. Cela rendra les retrouvailles encore plus spéciales. Et tu continueras à travailler ici pendant les semaines où elles seront avec moi. Rachel n'y avait pas pensé. Techniquement, pendant les semaines où les filles seraient avec Jennifer, elle n'aurait rien à faire là-bas. Mais l'idée d'être loin de cette maison, de Thomas, des filles, était douloureuse. Je ne sais pas. Que veux-tu? Thomas la regarda intensément.
Je veux que tu restes, pas seulement pendant les semaines où les filles sont là, mais pour toujours. Je veux que tu fasses partie de leur vie et de la mienne. Thomas, je sais ce que tu vas dire, que c'est trop tôt, qu'il faut être prudent. Mais Rachel, la vie est courte et imprévisible. Nous le savons mieux que quiconque. Et quand on trouve quelqu'un qui nous comprend, qui nous complète, qui nous donne envie d'être une meilleure personne, on ne laisse pas cette chance. Rachel voulait protester. Elle voulait dire que c'était trop rapide, trop compliqué. Mais quand elle regarda Thomas dans les yeux, elle y vit le reflet de tout ce qu'elle ressentait. La peur, l'espoir, l'amour. Je ne sais pas si je suis prête pour ça, admit-elle, à ouvrir à nouveau mon cœur, à risquer la douleur. Personne n'est prêt. Nous ne le sommes jamais. Mais nous le faisons quand même, car l'alternative, vivre dans la peur, ne jamais prendre de risques, est pire que toute douleur possible. Il s'approcha et prit doucement son visage entre ses mains. Laisse-moi t'aimer, Rachel. Laisse les filles t'aimer. Laisse-toi intégrer à cette famille pour de vrai, pas seulement en tant qu'employé. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Puis il l'embrassa. Un baiser doux, plein de promesses, de crainte et d'espoir. Rachel hésita une seconde avant de répondre, laissant des années de douleur et de solitude se dissoudre à cet instant. Lorsqu'ils se séparèrent, ils pleuraient tous les deux. Mais c'étaient des larmes de guérison, de nouveau départ, d'amour trouvé dans les circonstances les plus improbables. D'accord, murmura Rachel. Essayons doucement, un jour à la fois, acquiesça Thomas en embrassant son front. Le premier échange fut plus difficile que Thomas ne l'avait imaginé. Voir Jennifer emmener les filles, même en sachant que ce ne serait que pour une semaine, lui donnait l'impression qu'on lui arrachait une partie du cœur. Les filles pleuraient, ne comprenant pas pourquoi elles partaient avec maman sans papa. Rachel tenait la main de Thomas tandis qu'il regardait la voiture de Jennifer disparaître dans la rue. Ça passera vite, dit-elle, bien que sa voix fût étranglée par les sanglots. Je ne pense pas. La maison semblait étrangement calme sans les filles. Thomas essaya de travailler, mais il n'arrivait pas à se concentrer. Rachel essaya de s'occuper, mais sans les enfants à s'occuper, elle se sentait perdue. Le troisième jour, Thomas eut une idée. Sortons, juste nous deux, comme pour un vrai rendez-vous. Rachel sourit. Un rendez-vous? Nous n'avons pas fait ça depuis des lustres. Ils ne l'avaient jamais fait. Tout leur temps ensemble avait été consacré aux filles, à la crise, à l'audience. Ils n'avaient jamais eu un moment rien que pour eux. Ce serait bien, acquiesça-t-elle. Thomas l'emmena dans un restaurant discret de Greenwich Village. Rien de trop chic, juste un endroit confortable où ils pourraient parler sans être interrompus. Pendant le dîner, ils discutèrent vraiment. Pas des filles, pas du procès, juste d'eux, de leur vie, de leurs rêves, de leurs cicatrices. J'ai toujours voulu avoir plus d'enfants, admet Rachel en faisant tourner son verre de vin entre ses mains. Après avoir perdu Lily, j'ai pensé que je ne pourrais plus jamais en avoir, que ce serait une trahison d'avoir un autre enfant. Mais maintenant, je réalise qu'aimer à nouveau n'efface pas ceux que nous avons perdus. Cela élargit simplement notre capacité à aimer. Les filles t'aiment comme une mère, dit Thomas. Pour elles, tu es déjà une mère. Même si Jennifer revient dans leur vie, il y aura toujours une place pour toi. Je l'espère, car je les aime d'une manière que je ne pensais pas pouvoir aimer à nouveau. Ils se sont tendus la main par-dessus la table et sont restés ainsi, connectés, guérissant ensemble. La semaine s'est enfin écoulée, et lorsque Jennifer a ramené les filles, elles ont littéralement sauté dans les bras de Thomas. Jennifer les regardait avec un sourire triste. Tu leur as manqué. Elles ont parlé de toi tous les jours. Et toi? Comment s'est passée ta semaine? Fatigante, difficile, merveilleuse. J'avais oublié à quel point c'était gratifiant, même quand c'est difficile. Rachel est apparue à la porte et les filles ont crié de joie en la voyant aussi. Jennifer a remarqué la façon dont Thomas et Rachel se regardaient, le lien évident entre eux, et quelque chose a changé dans son expression. Vous êtes ensemble, n'est-ce pas? A-t-elle demandé sans accusation, juste par curiosité. Thomas et Rachel ont échangé un regard. Nous sommes en train de déterminer ce que nous sommes, répondit Thomas honnêtement. C'est nouveau et compliqué. Jennifer acquiesça. Je comprends et je suis heureuse pour vous. Vraiment, tu mérites d'être heureux, Thomas. Et Rachel aime clairement les filles, là. C'est ce qui compte. Ce fut un moment surprenant de maturité de la part des deux parties.
et cela marqua le début d'une nouvelle dynamique. Ils ne seraient pas une famille traditionnelle, mais ils seraient une famille fonctionnelle. Et pour les filles, c'était ce qui comptait vraiment. Les mois suivants furent consacrés à l'adaptation. Certaines semaines furent plus difficiles que d'autres. Il y eut des disputes au sujet des emplois du temps, des décisions, des petites choses qui prenaient de l'importance quand on essayait d'élever des enfants dans deux maisons différentes. Mais à chaque fois, toujours, il revenait au principe fondamental, ce qui était le mieux pour les filles. Rachel est officiellement devenue la petite amie de Thomas, même si elle a continué à vivre dans sa propre maison pour sauver les apparences. Mais elle passait la plupart de son temps au manoir, surtout pendant les semaines où les filles étaient là pour moi. Et petit à petit, Jennifer a également commencé à la respecter et même à l'apprécier. Elles ne sont pas devenues les meilleures amies du monde, mais elles ont développé un respect mutuel basé sur l'amour qu'elles partageaient pour les trois filles. 6 mois après la décision du tribunal, quelque chose d'inattendu s'est produit. Thomas a reçu un appel de Margaret. Elle lui a demandé de la rencontrer, disant qu'elle avait besoin de lui parler. Contre l'avis de Rachel, Thomas a accepté. Ils se sont rencontrés dans un café neutre. Margaret semblait plus âgée, plus fragile que dans les souvenirs de Thomas. Elle a commandé du thé et a remué sa cuillère pendant un long moment avant de parler. Je suis venue m'excuser, a-t-elle finalement dit, pour ce que j'ai fait, pour ma trahison. J'étais jalouse, j'avais peur de perdre ma place dans la famille. Mais cela ne justifie pas mes actes. Thomas ne savait pas quoi dire. Pourquoi me dis-tu cela maintenant, 6 mois après? Parce que j'ai passé ces 6 mois en thérapie à travailler sur moi-même et à réaliser que mon identité était tellement liée à la famille Wilson que je ne savais plus qui j'étais en dehors de celle-ci. Quand tu m'as licencié, c'était comme si mon monde s'était écroulé. Mais maintenant, je vois que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Cela m'a forcé à me redécouvrir. Et tu t'es redécouverte? Margaret sourit. Un sourire sincère que Thomas voue depuis des années. Je suis sur la bonne voie. J'ai commencé à travailler avec une nouvelle famille, mais cette fois-ci, je garde des limites saines. Je ne laisse pas ma valeur être définie par mon caractère indispensable et j'aimerais avoir la chance de refaire connaissance avec les filles. Non pas en tant que nounou, mais simplement en tant que personne qui les a vues naître et qui se soucie d'elles. Thomas y réfléchit. Une partie de lui était encore blessée, mais il comprenait aussi qu'on pouvait faire des erreurs et avoir une chance de les réparer. Je vais y réfléchir. Parle à Rachel et Jennifer. Si elles sont toutes les deux d'accord, nous pourrons peut-être organiser une visite. Mais Margaret, pas d'arrière-pensée, pas de tentative de contrôle. Pas d'arrière-pensée, promit-elle. Je veux juste leur dire que je les aime et que je suis désolé de ne pas avoir été plus présente dans leur vie. La rencontre eut lieu 2 semaines plus tard au parc. Madame Margaret apporta des petits cadeaux aux filles qui marchaient déjà et commençaient à parler. Elles ne se souvenaient pas d'elle, bien sûr, mais elles ont répondu à sa gentillesse avec l'ouverture naturelle des enfants. Rachel et Jennifer observaient de loin, toutes deux protectrices mais disposées à lui donner une chance. Elle semble différente, a commenté Jennifer. Les gens changent, a répondu Rachel, quand ils en ont la possibilité et la volonté. Ce fut une journée agréable. Elle n'a pas effacé le passé, mais elle a créé la possibilité d'un avenir différent. Et quand tout fut terminé, tout le monde repartit avec le sentiment que la guérison était peut-être vraiment possible. 1 an après la décision du tribunal, la vie avait trouvé un nouveau rythme. Les filles avaient grandi. Elles étaient plus bavardes, plus indépendantes. Elles aimaient autant la maison de leur papa que celle de leur maman. Elles avaient appris que l'amour n'était pas un jeu à somme nulle, qu'elles pouvaient aimer leurs deux parents, et Rachel aussi, sans rien enlever à personne. Thomas avait demandé Rachel en mariage, non pas de manière traditionnelle avec une bague et à genoux, mais lors d'une soirée ordinaire, en regardant les filles dormir, il lui avait simplement dit « Tu fais déjà partie de cette famille. Officialisons les choses. » Et elle a dit oui, parce qu'elle ne pouvait imaginer sa vie autrement. Le mariage était intime avec seulement la famille proche et quelques amis. Les trois filles étaient de petites princesses, adorables dans leurs robes roses, trébuchant sur l'allée. Jennifer était là, souriant sincèrement pour le bonheur de son ex-mari, car elle aussi avait tourné la page, avait commencé à fréquenter quelqu'un d'autre, avait trouvé son propre équilibre. Lors de la réception, Thomas a porté un toast. À la famille, a-t-il dit en levant son verre. Pas à la famille telle que nous pensons qu'elle devrait être, mais à la famille telle qu'elle est, imparfaite,
compliquée mais réelle et pleine d'amour. À la famille, on répétait tous les invités. Et tandis que la musique jouait, que les enfants s'amusaient et que les adultes discutaient, Rachel a regardé autour d'elle et s'est émerveillée de voir à quel point la vie pouvait changer. Il y a un an, elle était une femme brisée, perdue dans la douleur. Aujourd'hui, elle était une épouse, une belle-mère, membre d'une famille non traditionnelle mais belle à sa manière. Elle pensait à Lily comme elle l'avait toujours fait. Mais aujourd'hui, la douleur s'était transformée en quelque chose de plus doux, non pas en oubli, jamais en oubli, mais en gratitude. De la gratitude pour la vie qu'ils avaient eue ensemble, aussi brève fut-elle, et de la gratitude d'avoir trouvé un sens à honorer sa mémoire en aidant d'autres enfants. À quoi penses-tu? Thomas la tira de ses pensées en l'enlaçant. Que je suis heureuse, répondit Rachel en posant sa tête sur son épaule. Vraiment heureuse. Je ne pensais pas que cela serait à nouveau possible. Moi non plus, admet Thomas. Mais nous y sommes, nous y sommes. Les filles coururent vers eux, leur tirant les mains, voulant qu'ils se joignent à elles. Et elles y allèrent, riant, se laissant emporter par l'énergie et la joie des enfants. Jennifer les regardait de loin et souriait à son nouveau petit ami. Ils sont heureux, commenta-t-il. Ils le sont, et nos filles sont heureuses. C'est tout ce qui compte. Ce soir-là, quand tout fut terminé et que les filles furent enfin endormies, épuisées mais heureuses, Thomas et Rachel s'assirent dans le jardin du manoir. Merci, dit soudain Thomas. Pourquoi? Pour avoir sauvé mes filles, pour m'avoir sauvé, pour nous avoir donné une seconde chance d'être heureux. Rachel lui prit la main. Tu m'as sauvé aussi, plus que tu ne le sais. Quand je suis entré dans cette maison, je ne faisais que survivre. Tu m'as donné une raison de vivre à nouveau. Ils restèrent là sous les étoiles, se tenant de la main. Deux survivants qui s'étaient trouvés dans les moments les plus sombres, qui avaient construit quelque chose de beau à partir des cendres de leur douleur. Et même si l'avenir était incertain, même s'il y avait certainement d'autres défis à relever, ils étaient sûrs d'une chose. Ils les affronteraient ensemble, en tant que famille, en tant que partenaires, en tant qu'âmes qui s'étaient reconnus et avaient choisi de rester. Car au final, l'important n'était pas comment l'histoire avait commencé. Ce qui importait, c'était la façon dont ils avaient choisi de la poursuivre, jour après jour, instant après instant, avec amour, avec patience et avec la certitude qu'ensemble, ils pourraient surmonter tous les obstacles. Fin de l'histoire. Et maintenant, chers auditeurs, dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire. Pensez-vous que Thomas et Rachel ont fait les bons choix? Comment auriez-vous géré la situation avec les triplés? Partagez vos expériences et vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un j'aime et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires passionnantes comme celle-ci. Votre participation est très importante pour nous.